vous autres là-bas au Maroc, ça va bien? Le quoi, Est-ce que ça va bien au Maroc? Toi, ta santé, Mohamed, c'est bon, il n'y a pas de problème? pour la deuxième vague, la santé? Oui, exact. Ah ben, écoute, pour la deuxième vague, je disais tout à l'heure à Antoine qu'on est complètement submergé, les lits sont saturés. OK. On est vraiment embêté. Autant la première vague, on l'avait bien gérée, mais peut-être parce qu'aussi on avait confiné trop tôt, qu'on n'avait pas laissé la place au virus de se propager. Mais la deuxième OK. vague, on l'a eu en plein figure, hein. Eh bien, en tout cas, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci Et à vous. puis, une pensée particulière à notre ami Azedine qui se relève. Il a Steve, eu dur, hein? il reprend progressivement, mais il reprend certainement. Bon, mais tant mieux pour lui parce que j'ai vraiment eu peur, hein, quand j'ai appris ça, là. J'ai Ouais, vraiment eu peur pour lui. ouais. Non, non, il s'en sort progressivement, mais sûrement. OK. Moi, je veux juste vous dire en terminant que je ne pourrai pas, Antoine, assister à toute la conférence Ouais. parce que j'ai autre chose, mais Tu la j'imagine que c'est connais. un peu le replay de ce que tu as fait Voilà. la dernière fois, hein. Exactement. Tu la Ben, connais, c'est toi. ça. Donc, écoute, vous allez adorer sa conférence. On est rendu à 1600 views Ouais. sur YouTube. Sur YouTube. 1600. Eh ben, C'est tu très vois. bon. Non, non, j'ai entendu, c'est pourquoi je lui ai demandé de nous la faire, parce que j'ai vu, elle était très intéressante et je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on puisse la présenter aux Marocains. Exactement. Une dernière chose, Mohamed, Oui, est-ce que je me suis trompé lorsque j'ai dit que tu étais présidente de la Fédération du sommeil? oui, oui, bien sûr. Non, non, je t'ai pas trompé, c'est bien ça. Je suis, OK, donc tu es AFMAPAT et tes sommeils aussi. ouais, je suis super président. Ah, bon, ben écoute, Monsieur le Président, je vous félicite dans votre présidentielle. Écoute, que veux-tu? Allez, bisous, je vous embrasse tous. Allez, allez, Salut Yves. on va peut-être commencer. Alors, simplement merci à ceux qui sont présents et à ceux qui vont certainement nous rejoindre. La deuxième vague, en fait, c'est un thème que j'avais vu avec Antoine Faure, dans l'espace francophone et que j'avais particulièrement apprécié. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas présenter ce thème aux Marocains, surtout que en fait, il prend les choses depuis le début, sur le plan épidémio, sur le plan de R0 et la contamination, sur le plan traitement, vaccin. Tout ça nous intéresserait tous. Et donc, Antoine, il est à Genève, Santé publique Genève, non, à Zurich, tu es santé publique, et à Genève, tu es dans l'université. C'est bien ça. C'est Tu ça. te présentes Voilà. exactement. Et Sami Mourad, qui est pneumologue libéral à Mohammedia, c'est un pneumologue qui est très actif dans nos réseaux sociaux, dans notre WhatsApp. C'était avec plaisir que j'ai invité à venir modérer cette thématique. Je te passe la parole à Antoine. Antoine, présente-toi pour que tout le monde te connaisse. D'accord. Merci beaucoup, Mohamed. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci, Mourad, aussi, de m'avoir invité à vous parler. Donc, je suis médecin, épidémiologiste. Et en effet, je suis à la faculté de médecine de l'Université de Genève et aussi à Zurich, à l'école de santé publique, parce qu'on a une école qui est un peu une fêtière de nos différents instituts. Ma spécialité en épidémiologie est plutôt l'épidémiologie théorique, c'est-à-dire celle des modèles mathématiques. Et donc, on va un petit peu en parler aujourd'hui. Mais à tout moment, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous souhaitez des éclaircissements particuliers. Alors, je vais d'abord faire, à partir des modèles mathématiques que nous développons avec les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, je vais vous faire une première un premier survol des données que on peut avoir dans le monde. Et vous voyez à gauche une carte du monde que l'on met à jour 2 fois par mois et qui montre la situation assez tendue vis-à-vis de la Covid-19 dans l'hémisphère nord en particulier. Alors, pas tout l'hémisphère nord. C'est vrai que l'Asie, le Japon, la Chine, la Corée
mais aussi le Vietnam, la Thaïlande, sont des pays qui sont vraiment dans le calme. Et l'Inde, finalement, qui a connu une très grosse vague cet été, est également retournée à peu près dans une zone de sécurité, on va dire. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, et de façon générale, l'hémisphère sud est sorti d'une vague qu'on pourrait appeler hivernale, hein, puisque c'est l'hiver austral chez eux, et qui montre quelques signes d'inquiétude, je vous en reparlerai après. Mais le Canada, que je vous montre ici, pour faire honneur à Yves Tremblay, montre des courbes qui, après Thanksgiving, qui a eu lieu le 12 octobre, je crois, au Canada, a montré une augmentation dans presque toutes les provinces, pas aussi forte dans la province du Québec, mais qui n'arrive pas bien à contrôler. Comme vous voyez, il y a une forme de plateau qui est un peu préoccupante pour les autorités du Québec. Nous présentons des cartes aussi un peu plus régionalisées pour quelques pays. Alors, pour rester encore, avant d'arriver de parler du Maroc, mais pour rester un petit peu sur ces notions de deuxième vague, puisque c'est un peu le titre de ma présentation, on avait vu en Australie cette deuxième vague arriver. Alors, dans ces courbes que je vous montre, en haut, vous avez le nombre de cas. Au milieu, vous avez le fameux R, le taux de reproduction. Je vais en reparler tout à l'heure. Et puis, en bas, vous avez les décès. Ce que vous voyez, par exemple, en Australie, ce qui était donc très important de voir pour savoir ce qu'allait nous attendre, nous, dans l'hémisphère nord, c'était que la vague d'hiver, hein, donc qui a eu lieu entre mai et septembre, a été 3,5 fois supérieure en intensité à celle de la première vague. En Suisse, on voit une vague importante, assez impressionnante, qui n'est pas terminée. Vous voyez qu'on est un peu dans une forme de plateau, on ne s'en sort pas, un petit peu comme le Québec, on va dire. Et à Genève, on a plutôt une situation qui est favorable, même si on n'est pas encore revenu dans la zone complète de sécurité. Le R, vous voyez, je vais en reparler, mais vous voyez qu'il y a une barre rouge, c'est la valeur de 1. Ce qu'il faut, c'est être au-dessous de 1. Quand on est au-dessus de 1, c'est toujours un danger, c'est-à-dire qu'il y a un risque de résurgence épidémique fort. Alors, l'Afrique maintenant. En fait, il ne faut pas parler de l'Afrique, mais il faut parler des Afriques. Il y a 3 vraiment profils épidémiologiques différents. Quand vous êtes en Afrique du Nord, vous avez une épidémiologie qui est très proche de l'épidémiologie européenne. Vous avez eu une première vague qui est quasi invisible lorsqu'on la met à l'échelle de la deuxième vague qui a été extrêmement forte et pour laquelle on peut espérer que vous avez atteint le pic aujourd'hui puisque on voit maintenant les incidences redescendre. De la même façon qu'en Europe, vous avez vu une augmentation des cas et simultanément une augmentation des décès. Donc, on a vu ce démarrage de cette vague au mois d'octobre, septembre-octobre, et encore une fois, de façon très voisine de ce qui a été vu en Espagne, en France, au même moment. L'Italie est partie un peu plus tard, mais maintenant, elle est également prise dans cette seconde vague. On n'a pas de données fiables partout. En Algérie, par exemple, il n'y a pas de données fiables. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de données fiables? On voit que c'est vrai aussi pour toute l'Afrique subsaharienne. C'est lorsqu'on n'a pas suffisamment de tests qui sont rapportés, qui sont disponibles et que du coup, on ne peut pas faire de vraies interprétations. Dans l'Afrique subsaharienne, tous les pays qui rapportent suffisamment de tests et nous permettent de faire des interprétations et des prévisions, sont des pays qui sont plutôt au calme en ce moment. Que ce soit le Sénégal ou le Kenya, mais vous pouvez voir qu'on a des données aussi sur la Côte d'Ivoire, sur le Togo, sur le Ghana, sur le Nigeria, sur l'Éthiopie, sur l'Ouganda, sur également le Zimbabwe, le Rwanda. Bref, on a quelques pays sentinelles en Afrique, même si tous les pays n'ont pas des données suffisamment fiables. Tous ces pays sentinelles montrent peu d'activité épidémique. Il y a beaucoup de gens qui glosent à ce niveau-là parce qu'on n'a pas
d'explication très claire. Est-ce que c'est le climat? Il n'y a pas d'hiver? Oui, mais bon, à Singapour non plus, il y a eu une vague épidémique. En Amérique latine non plus, il y a eu aussi une très forte vague épidémique. En Inde, il y a eu beaucoup de cas. La démographie, en Inde aussi, elle est jeune, la démographie. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus jeune, elle est de 40 à 45 ans, l'âge médian en Europe. Il est de 18 ans en Afrique subsaharienne. Ça protège d'être jeune, on le verra tout à l'heure encore, mais il y a quand même des personnes âgées en Afrique subsaharienne. L'immunité croisée a été évoquée, mais elle n'a pas été pour l'instant documentée. La prédisposition génétique des Noirs africains, personne n'y croit vraiment. L'Afrique du Sud a vu autant de cas chez les Noirs africains que chez les Blancs. Donc, et puis les Amériques également. D'ailleurs, en Afrique du Sud, il y a eu, donc, je vous ai dit, une vague hivernale qui ressemble un petit peu à celle que vous pouvez voir en Australie, hein, finalement. Mais ce qui est un peu préoccupant, c'est de voir que ça remonte maintenant en Afrique du Sud et qu'il pourrait connaître une vague estivale. Alors, on verra un petit peu le rôle du climat dans tout ça. Alors, je vous ai dit que je faisais des prévisions épidémiologiques, c'est un peu mon métier d'ailleurs. On fait ça avec les écoles polytechniques. Je vous ai montré un lien où nous faisons pour 209 pays dans le monde tous les soirs des prévisions. Et c'est des modèles mathématiques assez complexes qui nécessitent 11 heures de temps calcul sur le supercalculateur de Lugano, qui est l'un des plus gros d'Europe. Donc, c'est colossal comme travail finalement de computérisation. Et pourtant, on se réfrène à ne prédire qu'à 7 jours. Au-delà de 7 jours, nous refusons absolument de faire des prévisions. Et je vous donne un exemple, c'est celui d'Ebola en 2015 en Afrique de l'Ouest, où, si vous vous souvenez, les CDC d'Atlanta, le temple de l'épidémiologie moderne, hein, avait prédit plus d'1 million de cas au seul Libéria. Dans l'ensemble du monde, il y a eu moins de 30 000 cas. C'est beaucoup et beaucoup trop, mais ça n'a rien à voir. Un petit peu comme vous savez, l'Imperial College, avec ses excellents mathématiciens à Londres, avait prédit 100 000 décès à Stockholm, en Suède en fait, s'ils persistaient avec leur politique de non-confinement. Ils ont persisté et ils ont eu au mois de juin, c'était une prévision pour le mois de juin dernier, il y avait au mois de juin dernier 6 000 décès. C'est beaucoup trop, mais c'est pas du tout 100 000. Donc, le mieux, c'est de ne pas faire de prévisions à long terme parce qu'elles se trompent très souvent. Alors, je vous ai parlé du taux de reproduction et je vous ai dit que je vous en reparlerai un petit peu. C'est parce que ça va nous aider beaucoup et vous allez voir pourquoi. D'abord, ce R0 qui est le taux de reproduction de base. On l'appelle R0 quand on ne fait rien, quand il n'y a pas d'intervention. Si vous commencez à faire du confinement, des mesures barrières, vous allez appeler ça le R effectif. Parfois, on l'appelle RE ou RT pour le distinguer du R0. Mais peu importe. Le taux de reproduction, pour des cliniciens que vous êtes, c'est très facile à comprendre. C'est le nombre de personnes que je contamine quand je suis contaminé. D'accord? C'est ça, le taux de reproduction. Que je contamine en tout dans ma vie de contagieux. Alors attention, parce qu'on dit que c'est entre 2 et 3, c'est 2,4. Oui, mais c'est une moyenne de 2,4. C'est-à-dire que, comme toutes les variables, il y a une distribution. Et pour le SARS-CoV, qu'il soit SARS-CoV-1 ou SARS-CoV-2, sa distribution est surdispersée. C'est ça le terme qu'on emploie en épidémiologie théorique pour dire que le R0, il va de 0, non pas à l'infini, mais à 25, voire même à 100. Une seule personne peut contaminer 25 personnes dans un lieu clos, mal ventilé. Mais surtout, ce qui est important de voir, c'est que vous voyez dans la distribution que 70% des personnes contaminées ne contaminent personne, zéro, et que peut-être 20% contaminent une seule personne. Autrement dit, près de 90%, entre 80 et 90% des contaminés ne contaminent moins d'une personne, c'est-à-dire ne contribuent pas à l'épidémie parce que vous vous souvenez que c'est la barrière rouge, là, de 1, qui est celle qui définit une épidémie. La définition d'une épidémie, c'est lorsque le R0 est supérieur à 1. C'est pour ça qu'on a l'œil rivé sur le R0. Alors, le R0, c'est pas une variable que l'on peut mesurer épidémiologiquement. Donnez-moi des données, je peux pas vous estimer le R0. Mais je peux le calculer à partir d'un modèle mathématique et à partir d'une formule. C'est pour ça que je vous ai mis la formule, parce qu'elle n'est pas très compliquée et que, en fonction de 2 paramètres, D, qui est ce qu'on appelle l'intervalle de génération, mais peut-être pour être simple, on peut dire la durée de la période contagieuse, qui est à peu près de 6 jours,
et TD qui est le temps de doublement. Alors ça, c'est une quantité qu'on peut mesurer. Le temps de doublement, quand à Casablanca, on passe de 100 cas à 200 cas en 3 jours, le temps de doublement est de 3 jours. D'accord? Quand on passe de 1000 à 2000 cas, en 3 jours, le temps de doublement est de 3 jours. Donc, vous pouvez mettre ça dans la formule et vous faire une estimation du R0, du R d'ailleurs. Alors, les conséquences, la première conséquence de ces calculs d'épidémiologie théorique, c'est que ça va influencer la recherche des contacts. Il y a deux méthodes pour rechercher les contacts. Il y a une méthode que j'appellerais occidentale, classique en fait. C'est celle qu'on fait tous. C'est, oui, je recherche les contacts des cas qu'on me rapporte. Éventuellement, je vais remonter à 2 jours avant le début des symptômes de mes cas. Et ça va s'appeler la recherche des contacts. Mais les Japonais ont dit, mais attendez, en faisant ça, pour 90% de vos cas rapportés, vous n'aurez aucune contamination. Donc, leur contact n'a pas d'intérêt. Vous perdez votre temps dans 90% des cas. Vous vous rendez compte? Alors, mettez-vous dans la peau du cas rapporté. Vous êtes un cas rapporté, vous avez en fait 90 chances sur 100 de ne jamais le contaminer personne. Mais en revanche, la personne qui vous a contaminé, elle vous a contaminé vous. Donc, elle a déjà contaminé au moins une personne. Donc, la probabilité qu'elle en contamine plusieurs est évidemment beaucoup plus importante que pour vous. Donc, les Japonais disent, on va s'intéresser à rechercher les contacts de la personne qui vous a contaminé, qui a contaminé les cas rapportés. En fait, les Japonais sont pragmatiques. D'abord, ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. À l'époque, en mars, ils n'avaient pas beaucoup de tests et ils étaient surpris, ils étaient très proches de la Chine, très inquiets, et ils se sont dit, on va se concentrer là-dessus. Puis on fera du prospectif après, si on a le temps. Mais on va faire ça parce que ce sera beaucoup plus efficace, efficient même. Et ils se sont dit de façon assez pragmatique, j'ai du mal à savoir qui m'a contaminé, enfin qui a contaminé les cas rapportés. C'est assez difficile de savoir qui c'est. Mais en revanche, on va s'intéresser aux événements qui ont pu contaminer le cas qui m'est rapporté. Et donc, vous allez interroger le cas rapporté et vous allez dire, mais dans les quelques jours, vous savez, la durée d'incubation moyenne, elle est de 5 jours, ça commence à 2 jours, ça va jusqu'à 14 jours, mais on va même pas chercher si loin, on va chercher dans les quelques jours qui ont précédé. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes allé au restaurant? Est-ce que vous êtes allé dans un bar, dans une salle de sport, dans une chorale, dans un lieu de culte? Est-ce que vous êtes allé, est-ce que vous travaillez dans un abattoir ou dans un open space, dans ces bureaux fermés où il y a beaucoup de monde, etc. Et si jamais on trouve des lieux suspects, alors on convoque tout le monde, on fait un test rapide et on isole les gens qui sont contaminés. On pourra revenir et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez par la suite. Alors, quels sont les modes de transmission du SARS-CoV? Je ne vais pas vous faire tous les modes de transmission, il y en a peut-être certains dont on pourrait discuter chez l'animal ou bien des modes un peu plus, on va dire, anecdotiques. Mais il y a trois grands modes de transmission. Il y a les gouttelettes de postillon. Attention, je parle pas… Les gouttelettes de postillon, il y en a de 2 sortes. Il y a les grosses gouttelettes, elles font plus de 100 microns de diamètre. Celles-ci, par la gravité, elles retombent sur le sol ou bien sur les surfaces qui sont devant vous, votre smartphone, votre clavier d'ordinateur, votre pantalon, ce que vous voulez. Mais ces grosses gouttelettes, évidemment, elles sont émises, comme c'est des postillons, hein, ils sont émises quand on parle avec des P ou des B, mais surtout quand on tousse ou quand on éternue. C'est pour ça qu'on dit de tousser ou d'éternuer dans le coude, c'est pour éviter que ces postillons puissent atteindre vos voisins qui seraient trop près. Parce que au bout d'1 mètre, 1,50 m, ces postillons sont attirés par le sol et par la gravité. Donc la balistique qui fait que vous allez, sur le trajet même de la descente du postillon vers le sol, toucher les narines ou bien les conjonctives ou bien la bouche de quelqu'un, elle est relativement faible, sauf si vous êtes un personnel soignant, sauf si vous occupez d'enfants ou de personnes handicapées ou de personnes très âgées. Les petites gouttelettes de postillon sont plus préoccupantes. Ce sont des gouttelettes qui font moins de 100 microns. Quand vous respirez, peut-être en ce moment, au Maroc, il commence à faire frais, dehors, on fait un peu de vapeur.
c'est des aérosols. C'est ces aérosols qui peuvent être chargés de SARS-CoV-2. Ces aérosols, ils flottent dans l'air. Si vous êtes dans un milieu fermé, ils vont flotter un petit peu comme un nuage de fumée de cigarette. La fumée de cigarette, c'est un aérosol que nous exhalons et qui, dans une atmosphère confinée, peu ventilée, va flotter pendant quelques heures. Et qui, si c'était nos aérosols de respiration, serait visible de la même façon et pourrait potentiellement être porteur de SARS-CoV-2. Je ne parle pas du tabac, bien sûr, je parle de nos aérosols que nous respirons. Quand nous parlons, nous émettons 10 fois plus d'aérosols et quand nous chantons, 50 fois plus, ou quand nous crions, 50 fois plus. Et puis, les surfaces planes, les Anglais appellent les surfaces planes lorsqu'elles sont contaminées par des postillons, les fomites. Les fomites, ce sont ces surfaces qui pourraient être vectrices de virus et de transmission, puisque par voie manuportée, si vous mettez sur votre smartphone contaminé vos mains et qu'après vous les mettez sur vos yeux ou sur vos narines, vous risquez de vous contaminer potentiellement, théoriquement en tout cas, même si cette voie n'a pas été démontrée pour le SARS-CoV. En revanche, des essais randomisés qui comparent lavage des mains versus business as usual, on va dire, montre une réduction du risque de transmission qui ne dépasse pas les 16%. Donc on peut dire que probablement, si les surfaces planes jouent un rôle, elles jouent un rôle qui reste minoritaire, et donc c'est sans doute les petites gouttelettes, en tout cas lorsque vous êtes à l'intérieur, qui doit être la voie principale. En France, l'Académie française a dit il faut dire la Covid. Et le journal Le Monde continue à écrire le Covid. Je ne sais pas ce que disent les Canadiens. Les Suisses disent plutôt le Covid également. Mais en fait, la question n'est pas tellement de savoir si on dit la Covid ou le Covid. Je ne sais pas ce qu'on dit au Maroc, mais c'est plutôt les Covid qu'il faudrait dire. Regardez cette magnifique figure qui a été faite par les Danois après la première vague sur 11 122 cas qui étaient testés positifs. Ils ont un très bon système d'information qui permet de savoir si ces gens avaient des comorbidités et l'âge qu'ils avaient. Vous voyez, on va dire pour simplifier, 3 maladies. En vert, c'est les moins de 50 ans. Si vous avez moins de 50 ans, avec ou sans comorbidité, vous n'avez pratiquement pas de risque de complications graves et de mortalité. Disons que vous avez un risque qui est similaire à une banale virose respiratoire. Parfois, il peut y avoir un accident, mais c'est extrêmement rare. Si vous avez entre 50 et 70 ans, au Danemark, vous avez plus d'une chance sur 2 d'avoir des comorbidités associées qui rendent le pronostic extrêmement grave, puisqu'on se rapproche de 11%, ce qui est le taux de mortalité du SRAS. Donc, on est proche du SRAS, vous savez, cette pneumonie sévère qui était due à un autre coronavirus et qui a fait une épidémie assez préoccupante en 2003. Si vous avez plus de 70 ans, et si vous avez plus de 80 ans avec ou sans comorbidité, vous avez un pronostic qui varie entre 25 et 50% de mortalité, c'est-à-dire une maladie absolument gravissime qui ressemble, dans son pronostic, à Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc on a bien au moins 3 maladies très différentes en fonction des comorbidités et de l'âge. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cela? J'ai pris l'exemple d'une voiture, une assez grosse voiture sur les Alpes suisses qui serait en pente et pour lequel on aurait besoin de freins. C'est un peu ça pour moi une épidémie. Si vous ne mettez pas les freins, l'épidémie redémarre et le véhicule part. Eh bien, pour empêcher le véhicule de partir, on a 4 types de freins. Et je vais les décrire dans la diapositive suivante. Ces 4 freins, ce sont premièrement les gestes barrières. Et vous avez vu que j'ai remis la formule du R0. La formule du R0, dans les modèles mathématiques, c'est un produit de 3 paramètres qui sont aussi assez accessibles. C'est le produit de la probabilité de transmission, du nombre de contacts à risque que nous avons et de ce fameux intervalle de génération qui, pour simplifier, j'ai appelé la durée de la période contagieuse. Vous vous rendez compte qu'on veut que R0 soit inférieur à 1 pour qu'il n'y ait pas de pandémie ou d'épidémie dans votre pays. Eh bien, toutes les autorités politiques
vont s'intéresser à cette formule et vont appliquer des mesures qui vont viser à faire baisser le R0. On va faire baisser la probabilité de transmission, on va faire baisser le nombre de contacts, et puis si l'on peut, on va faire baisser l'intervalle de génération. Alors pour faire baisser la probabilité de transmission, on a les gestes barrières. Et ces gestes barrières, on les connaît bien, c'est l'hygiène des mains, c'est le port du masque facial, c'est la distance physique qui permet de ralentir, enfin de diminuer la probabilité de transmission du virus entre deux personnes. Il y a aussi le fait d'être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ou bien de ventiler bien les locaux intérieurs, de ne pas y être trop nombreux, de ne pas y être trop longtemps si malgré tout on doit traverser ce type de locaux, et puis de ne ni parler, ni chanter, ni crier. Par exemple, dans les transports en commun au Japon, on n'a pas le droit de parler en ce moment, à cause de cela. Pour réduire ses interactions sociales ou bien son nombre de contacts à risque, on va avoir deux grandes catégories de mesures. Des mesures de confinement ou des mesures de test, traçage et isolement, que j'appelle de confinement personnalisé, parce qu'on va confiner, on va isoler des gens, mais de façon personnalisée, on va les isoler que lorsqu'on aura repéré qu'ils étaient infectieux. Alors que le confinement généralisé, c'est quelque chose qui concerne toute la population. Ça a été inventé par les Chinois le 23 janvier 2020, le confinement strict généralisé. Je ne sais pas exactement le type de confinement que vous avez mis en place au Maroc, mais ce confinement strict qui assigne les gens à résidence a été repris par les Italiens, les Espagnols, les Français, et 4 milliards d'individus au mois de mars-avril étaient confinés dans le monde, une proportion absolument considérable. Le semi-confinement, c'est ce qu'on a fait plutôt en Suisse, en Allemagne, en Autriche. C'est dans les pays du nord de l'Europe. C'est un confinement où on n'assigne pas les gens à résidence, mais quand même, on ferme les magasins non essentiels, on ferme les bars et les restaurants par la loi. On promeut également le télétravail. L'autoconfinement, c'est plutôt ce qu'ont fait les Suédois, mais aussi les Japonais ou les Taïwanais. On fait totalement confiance à la population. Il y a extrêmement peu de mesures réglementaires. On promeut le télétravail. Si on a fermé les écoles au-delà de 16 ans et les universités en Suède, on limite les rassemblements également en Suède ou au Japon. Mais sinon, pas de réduction de la mobilité. Mais pourtant, il y a un autoconfinement. Les lignes aériennes domestiques en Suède ont été clouées au sol, mais non pas par décret, mais parce qu'il n'y avait pas de clients. Les bars et les restaurants n'ont pas été fermés en Suède au mois de mars-avril, mais ils avaient 25% d'affluence. Les magasins non essentiels ont très souvent fermé, faute de clients. Le frein estival, on en a tous bénéficié, et vous aussi au Maroc, c'était le fait de ne pas avoir de cas, ou peu, disons, en tout cas pas dans les hôpitaux, pas de décès notables pendant l'été. Alors, le frein estival, ce n'était pas un blocage, il fallait des mesures complémentaires qui ont été appliquées en Europe et je crois aussi au Maroc, qui étaient des mesures de gestes barrières. Mais les Américains, par exemple, qui n'ont pas voulu appliquer ce type de gestes barrières, ou les Russes, ont connu cet été des épidémies parce que le frein estival n'est pas un blocage estival. Après, je parlerai de l'environnement, juste après. Il y a aussi un frein environnemental. Et puis l'immunité, les traitements, on va en parler tout à l'heure. Mais il est clair que l'immunité acquise, en ce moment, au Maroc, il y a un degré d'immunité acquise. À Genève, on est autour de 20-25% de gens qui ont été contaminés. À Paris, des modèles mathématiques ont montré aussi cela. C'est ou des enquêtes de séroprévalence qu'on a fait à Genève, ou des modèles mathématiques qui peuvent essayer de prédire, et là, c'est pas le futur, c'est aujourd'hui même, il y a à Paris 25% de gens immunisés. Ça correspond à un frein. C'est pas un blocage non plus, mais c'est un frein qui se rapproche du frein estival. Donc, je ne sais pas quelle est la valeur de la séroprévalence au Maroc, mais ça vaut le coup de le savoir parce que si vous aviez 25 ou 30% de gens immunisés, ou peut-être dans certaines villes c'est le cas, alors vous allez profiter d'un certain frein. Le virus a un peu plus de mal à trouver des victimes quand il y a 30% de gens immunisés dans la population.
La saison, le climat, c'est ce qu'on a montré ici. À Tenerife, aux Canaries, qui est pas très loin des côtes marocaines, il y a eu des vents de sable du désert qui ont chargé le sable, l'atmosphère en particules fines, et ça doit arriver aussi de temps en temps au Maroc, et c'est très propice à des explosions épidémiques de Covid-19 telles qu'on l'a remarqué. On a aussi remarqué à Londres, à Paris, dans le Tessin suisse, que lorsqu'il y a une circonstance anticyclonique forte qui fait une sorte de chape de plomb sur ces villes polluées, alors vous avez également des épidémies de Covid c'était pour la première vague, mais on a revu la même chose pour la deuxième vague. Je voudrais vous montrer cela parce que c'était en Irlande et ça s'est passé récemment et c'est assez intéressant. Le 21 octobre, c'est le premier jour de confinement en Irlande. Ils ont décidé de confiner. Et le 25 octobre, 4 jours plus tard, regardez où en est la courbe. C'est absolument incroyable. En 4 jours, les Irlandais ont réussi à maîtriser l'épidémie, enfin la seconde vague épidémique. Comment ont-ils fait? Eh bien, en fait, maintenant, vous voyez où ils sont pratiquement revenus au stade, ils sont même encore plus loin, c'était des courbes du 16 novembre, les courbes d'aujourd'hui sont encore meilleures. Toujours est-il que j'ai mis à droite des données de mobilité des Irlandais. Alors en rouge, vous avez la mobilité dans les parcs et les jardins publics, évidemment, tout l'été, les Irlandais en ont beaucoup profité. Mais la courbe du bas, c'est en marron, là, c'est une courbe qui vous montre la mobilité dans les transports publics. Et ça, c'est la première vague, c'est en avril. Et puis là, on est à la seconde vague. Et en fait, si on zoome un petit peu, voilà, on voit que le 4 octobre, il y a déjà, donc, 2 semaines avant que les autorités décident le confinement, les Irlandais se sont auto-confinés. 41% d'entre eux, 41% de réduction du trafic dans les transports publics. Et puis 25% dans les lieux de travail. Donc le télétravail, l'autoconfinement avait été anticipé par la population et d'où une efficacité aussi rapide. Les traitements, alors on peut être un peu déçu si on regarde le verre à moitié vide ou très content si on le regarde à moitié plein. En fait, il y a beaucoup de traitements qui sont en cours d'évaluation pour lesquels on n'a pas de résultats très clairs sur la vitamine D, les anticoagulants, certains repositionnements de médicaments comme l'ivermectine ou le favipiravir. Il est possible que ces médicaments soient prometteurs et tiennent leurs promesses lorsque les phases 3 seront terminées, mais on ne sait pas. Certains, malheureusement, étaient intéressants comme tout. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, ça aurait été très intéressant parce que c'était pas cher et on aurait été très content que ça marche. Mais le remdesivir aussi, plus cher en revanche. Mais malheureusement, les essais cliniques sont tombés et on n'a pas d'efficacité. Les anticorps monoclonaux, ceux qui ont été donnés à Donald Trump, par exemple, se sont montrés dans les premières analyses intérimaires intéressants et prometteurs. Si c'est confirmé, ce qu'on devrait savoir bientôt, ces anticorps monoclonaux auront vraiment leur place dans le traitement de la Covid-19. La dexaméthasone, de façon claire, ce brave vieux corticoïde, chez les formes sévères, marche vraiment de façon très intéressante. Et c'est quoi le verre à moitié plein? C'est le fait que la dexaméthasone, le décubitus ventral, qui est une façon un peu particulière de ventiler les patients, en les retournant, ils ne restent pas sur le ventre longtemps. La ventilation assistée avec une certaine prudence, de ne pas intuber trop vite les malades, ce que l'on faisait plus vite au début du mois de mars, et l'oxygénothérapie, tout cela a changé profondément le pronostic de cette maladie, puisque la survie s'est améliorée de 30 à 50%, ce qui est exceptionnel entre le mois de mars et aujourd'hui. Donc finalement, sans grande innovation thérapeutique, on a formidablement amélioré la survie des malades. Alors les vaccins, c'est la grande discussion d'aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi. J'ai entouré ceux qui étaient aujourd'hui déjà sur le marché ou en cours de procédure d'accréditation, et en jaune ceux qui étaient soumis aux agences européennes du médicament et à la FDA.
les vaccins de Sinopharm, puisqu'ils ont 2 vaccins dans cette compagnie chinoise, sont, je crois, ceux qui seront proposés au Maroc bientôt. Alors, il y a 4 catégories de vaccins contre le coronavirus. Malheureusement, il n'y a pas la catégorie que l'on appelle les vaccins atténués, vivants atténués. C'est des vaccins assez rares, il faut beaucoup de chance pour tomber sur une souche vivante atténuée, et on n'a pas de souche vivante atténuée de coronavirus à ma connaissance. C'est le vaccin, par exemple, de la fièvre jaune, celui-là, on l'aura malheureusement pas. Je dis malheureusement parce que c'est des vaccins qui, évidemment, sont très, très efficaces. Mais le vaccin inactivé, c'est un peu comme le vaccin de la grippe. Il se trouve qu'il semble efficace puisque les Émirats arabes unis disent que dans leur phase 3, ils ont 86% d'efficacité, voire même une efficacité supérieure sur les formes graves, qui avoisinent les 100%. Sinovac, un autre vaccin d'origine chinoise, est dans ce cadre-là. Les vaccins inactivés, c'est pas de la haute technologie puisque c'est du vaccin, c'est du virus que l'on tue, du coronavirus que l'on fait pousser, que l'on tue par un procédé chimique et que l'on injecte comme ça dans l'organisme. Encore une fois, c'est comme le vaccin de la grippe, on a beaucoup d'antigènes qui sont injectés et on a une assez bonne probabilité de développer une immunité contre ce type de virus. Parfois, c'est le seul peut-être bémol, c'est que chez les personnes âgées, les vaccins contre la grippe inactivés sont un peu moins bons, il y a un peu d'immunosénescence. Maintenant, je ne sais pas si on va avoir cette immunosénescence parce qu'il semble quand même que les résultats soient prometteurs. La protéine spike, c'est la protéine qui est sur l'enveloppe du coronavirus et que j'appellerais le trousseau de clés qui permet au virus de rentrer dans nos cellules. Si vous vous attaquez par des anticorps contre cette protéine spike, ben vous empêchez le coronavirus, quand il vous infecte, de rentrer dans vos cellules. Et vous avez gagné la bataille, puisque sans rentrer dans les cellules, le virus ne peut pas se répliquer. Il ne se réplique, ce virus ARN, qu'en rentrant dans vos cellules et en utilisant votre machinerie cellulaire pour pouvoir se répliquer et repartir dans la circulation, infecter d'autres cellules. Donc, l'idée de purifier la protéine spike et de ne vous injecter que la protéine spike et non le virus entier mort est une idée qui est évidemment un tout petit peu plus innovante que la précédente. Et Novavax, GSK, Vector, un vaccin russe, Vector, c'est Vectop, mais Vector, c'est l'entreprise, qui est d'ailleurs une entreprise d'armement biologique qui s'est reconvertie. Et puis, on a appris récemment que Sanofi GSK, malheureusement, n'a pas des très bons résultats sur ses premiers essais de phase 1 et 2 et se recommence avec une nouvelle dose en espérant avoir de meilleurs résultats la prochaine fois. Le vaccin sur vecteur viral, c'est quelque chose qui est déjà un autre niveau d'innovation. Il y a très peu de vaccins comme ça, mais il y en a. Le vaccin contre Ebola, de Johnson & Johnson d'ailleurs, était un vaccin sur vecteur viral. On prend un adénovirus pour AstraZeneca ou bien l'Institut Pasteur de Paris, on développe un avec un virus de la rougeole atténué. Donc on prend un virus qui ne va pas vous faire de mal, mais qui est vivant et qui va rentrer dans les cellules. Il va pas se multiplier, mais il va apporter le matériel génétique du coronavirus, toujours pareil, pour faire de la protéine spike, mais cette fois-ci, on vous l'injecte pas, c'est vous qui la produisez. On produit notre propre protéine spike que l'on va ensuite exposer au système immunitaire pour stimuler la réponse immunitaire. CanSino Bio, un autre chinois, fait également un vaccin de ce genre, aussi avec un adénovirus, et AstraZeneca espère avoir un vaccin bientôt disponible qui a aussi une immunité assez prometteuse, qui est de 70% dans sa formulation initiale, mais ils ont fait une sorte d'erreur dans leur premier essai. Ils ont mis une demi-dose au départ au lieu d'une dose normale, et d'avoir une demi-dose au départ a rendu plus efficace l'efficacité de ce vaccin. Enfin, le vaccin génétique, c'est les vaccins dont on parle beaucoup dans les médias parce que c'est ceux de BioNTech, Pfizer et de Moderna parce qu'ils sont américains pour l'instant. Et Moderna est aussi fabriqué en Suisse, figurez-vous. L'usine de Moderna pour le monde entier est dans le Valais suisse. L'usine qui va produire le vaccin Moderna pour l'Amérique est basée aux États-Unis. Et BioNTech, Pfizer, c'est germano-américain puisque BioNTech est un producteur allemand.
est une start-up en fait allemande. Ces vaccins sont des ARN messagers qui sont enveloppés d'une petite gouttelette, nano-gouttelette de lipides, et quand on vous injecte ça en intramusculaire, vos cellules dendritiques, c'est-à-dire du système immunitaire, ces macrophages, vont avaler, phagocyter l'ARN messager entouré de sa vésicule de lipides, leurrer un peu, croyant que c'est un virus. Et le matériel génétique, l'ARN messager, va se comporter comme un virus, mais simplement avec un seul brin codant, la protéine spike, toujours, pour non pas fabriquer un virus entier, mais fabriquer de la protéine spike. La fameuse protéine spike va être exposée par la cellule dendritique au système immunitaire pour stimuler l'immunité contre la protéine spike dans l'organisme et empêcher je dirais, au coronavirus de se fixer et d'entrer dans les cellules. Alors, combien de temps va durer cette immunité et combien de temps dure l'immunité? Je vous ai donné une source qui est reproduite dans d'autres journaux, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas beaucoup de certitude. On pense au jour d'aujourd'hui de plus en plus que l'immunité acquise est de bonne qualité, qu'elle dure plusieurs mois. On pense aussi que parfois les IgG vont retomber, vont être moins détectables, mais n'empêcheront pas une assez bonne immunité. L'immunité n'est pas que humorale, elle est aussi cellulaire. Bref, il y a des inconnus à ce sujet, mais tout laisse penser qu'on a une immunité assez durable. D'ailleurs, l'immunité de ceux qui ont été infectés par le SARS-CoV, par le SRAS, et qui en ont survécu, reste tellement bonne qu'elle est encore détectable avec des anticorps neutralisants aujourd'hui. Alors, quel scénario pour l'hiver? Je vous ai donné la carte dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est issue de modélisation mathématique et qui donc ne sont pas des enquêtes de séroprévalence, mais je les ai données et qui est pour la France uniquement. J'ai pas ça pour l'Europe. On a, nous, fait une enquête de séroprévalence à Genève, mais il n'y en a pas, à ma connaissance, dans beaucoup d'endroits. Pourtant, les enquêtes de séroprévalence peuvent se faire sur 500 ou 1000 personnes. C'est pas nécessairement une très grosse machinerie. C'est un magnifique outil de pilotage des politiques de santé. Par exemple, en Bretagne, il y a 3,6% de la population qui a été exposée, alors que en région parisienne, c'est plutôt de l'ordre de 25, voire même plus. Alors, quels sont les scénarios pour cet hiver? La première chose, c'est qu'on est en pleine seconde vague. Vous, au Maroc, comme nous en Suisse, ou les Français, ou la plupart des peuples européens, il s'agit d'atteindre la zone de sécurité. Il faut être au-dessous de 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Ça, c'est un peu arbitraire, mais c'est comme ça que nous, en Suisse, on a défini la zone de sécurité. Ensuite, je crois qu'il faudrait réorganiser sa stratégie de testing, tracing, isolating. Il faudrait prioriser la stratégie de recherche de contact rétrospective, ce qu'on appelle le backward tracing. Enfin, il faudrait être plus performant sur l'isolement, avec peut-être des hôtels de confinement. Il faudrait au moins que ceux qu'on isole, on les isole et qu'ils n'aillent pas recontaminer leur entourage. Peut-être promouvoir des applications, je ne sais pas où vous en êtes vis-à-vis des applications au Maroc. En Europe, c'est pas très brillant. En Asie, évidemment, c'est autre chose. Ils sont beaucoup plus utilisateurs et fans d'utilisation de ces applications. Ils rigolent un peu quand ils voient le règlement général de protection des données européen, parce que les Européens, pour eux, c'est l'intrusion poussée à son extrême que de regarder nos traces digitales. Mais les Coréens du Sud, qui sont un État démocratique, disent « mais attendez, vous êtes quand même très liberticide avec vos confinements répétés, avec vos assignations à résidence, avec vos formulaires pour sortir, pour des tas de gens qui n'ont rien fait parce qu'ils n'ont même pas rencontré le virus. Nous, on isole, on assigne à résidence pendant 5 jours ou 10 jours uniquement les gens qui sont positifs. C'est quand même plutôt moins liberticide pour le reste du peuple. Donc, je veux bien que nos traces digitales soient très liberticides, mais enfin, vos mesures aussi. Donc, vous voyez, il y a un petit peu cette discussion. Je pense qu'on a des cultures assez différentes vis-à-vis de tout cela. Et enfin, la séroprévalence. Soit vous avez des modèles mathématiques qui vous donnent la carte que je vous montre, soit vous avez des études de séroprévalence qui regardent quel est le pourcentage de gens qui ont des anticorps IgG. Et si vous êtes au-dessous de 15%,
c'est le cas de presque toute la France, eh bien, le risque est très élevé de rebond. Ça va recommencer. Je ne vois pas comment ça ne va pas recommencer, quoi. Et il faut des mesures très fortes, mais on ne va pas pouvoir confiner le pays tout le temps, donc ça va être un peu le yo-yo dans ces zones-là, probablement. Soit vous avez entre 15 et 30%, et le risque est plus modéré. Là, ça vaut peut-être le coup de se dire que peut-être on peut soulever quelques-uns des freins et lever quelques-uns des freins en se disant que l'immunité va constituer un frein partiel et qu'il faudra adapter les autres. Voilà. Soit vous avez une séroprévalence qui est largement au-dessus de 30%, et ça doit être le cas dans certains groupes de la population, dans certaines villes peut-être, et le risque de rebond est probablement assez faible déjà. Et avec, bien sûr, un maintien des gestes barrières et puis d'un certain nombre je dirais, de modalités qui permettent de réouvrir prudemment les zones fermées. Voilà, j'en ai presque terminé. La dernière chose, c'est en anglais, excusez-moi, mais c'est juste une sorte d'affiche pour dire ce qu'on doit éviter et ce qu'on doit faire. Donc, si je peux résumer, ce qu'on peut dire à nos patients, et à nous-mêmes et à nos familles, c'est éviter la foule, surtout à l'intérieur, surtout dans les atmosphères peu ventilées. Alors, j'ai pas dit, mais on peut mettre des diodes, des capteurs de CO2, qui ont des diodes vertes, orange, rouge. Vert, on trouve ça sur Internet, hein, d'ailleurs. Vert, c'est au-dessous de 800 ppm. L'intérêt, c'est que ça se voit. Donc, c'est vert, je peux rester. Orange, c'est entre 800 et 1000 ppm. Alors, ça veut dire que ça commence à être pas très bien ventilé. Il faut ouvrir les fenêtres. Et puis, ça va redevenir vert. Et si on n'ouvre pas les fenêtres, ça va finir par passer au rouge. Et rouge, c'est au-dessus de 1000 ppm. Ça veut dire que votre pièce est mal ventilée. Il n'y a pas de renouvellement de l'air. Le marqueur CO2 est un très bon marqueur de la ventilation. Et là, il faut évacuer la pièce. On pourrait avoir ça dans des amphithéâtres, on pourrait avoir ça dans des restaurants, on pourrait avoir ça dans tous les lieux fermés, les lieux de culte, etc. Malgré tout, même si c'est bien ventilé, il faut éviter d'être en proximité trop grande, donc il faut respecter au moins les 1,50 m ou 2 mètres. Il faut éviter de rester trop longtemps dans des zones peu ventilées. Il faut éviter d'y rester non masqué. Et peut-être, il faut aussi préconiser de ne pas trop parler ou bien chanter. Enfin, ce qu'on peut faire pour être un peu plus positif, c'est de dire, mais faites le plus d'activités possible dehors. En Suisse, sur les stations de ski, on se bat pour être en terrasse, mais pas en ce moment à cause du Covid. On a toujours préféré être en terrasse en haute altitude plutôt qu'être à l'intérieur des bars. Pourquoi? Évidemment, quand il fait beau. Eh bien, quand il fait beau, on peut mettre sa doudoune, ou bien, je sais pas comment, ce qu'on a au Maroc, mais on peut sans doute bien se vêtir et être un peu plus souvent à l'extérieur. On peut aussi, et on doit aussi porter le masque à l'intérieur, j'entends, hein, et toujours maintenir la distance sociale, et puis aussi assurer une bonne ventilation. On peut utiliser des purificateurs d'air avec des filtres EPA qui filtrent les fines particules, et à ce moment-là, on a éventuellement un état satisfaisant de la ventilation. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Antoine pour cet exposé très très clair et très très intéressant. On a appris beaucoup de choses avec vous ce soir. C'est vrai que bon, le volet épidémiologique est très très intéressant parce que nous on est des praticiens, on va peut-être vous poser des questions plus pratiques, mais tu vas nous aider un petit peu à mieux voir la situation en Afrique surtout, parce que bon, on n'a pas assez de données en Afrique. Effectivement, on se base beaucoup sur l'Europe, les données de l'Europe. Donc je vais commencer. Ah, je vous entends plus, Mourad. Ah oui, une fois que j'active les questions, le son il part. Et chez les médecins. J'ai pas entendu. Est-ce que vous avez des médecins Alors, j'entends pas. Je vous entends pas, Mourad, quand vous parlez, malheureusement. Donc, je sais pas. Peut-être Mohamed peut reprendre. Je n'entends pas non plus. Oui, là, ça va. Là, on t'entend. Mais quand tu poses la question, vas-y, répète, pose la On n'a question. pas entendu la question. Voilà. Ouais. Donc, la première question que j'ai vue, c'est une collègue, je pense, d'Algérie qui pose la question. Nous, on a 140, elle dit qu'elles ont 140
médecins décédés à cause du Covid. Quel est le nombre en Suisse et au Maroc? Bon, le Maroc, je pense qu'on a une soixantaine, c'est plus important que la population générale, hein, donc le pourcentage. D'accord. Est-ce que vous avez des décès des médecins suisses décédés du Covid? Alors, malheureusement, j'ai pas les chiffres ici, j'ai pas les chiffres en tête et je ne les ai pas vus publiés encore, donc je peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que le personnel des hôpitaux universitaires de Genève n'a pas été atteint en proportion plus importante que la population générale. Et comme il est plutôt plus jeune, la mortalité y a été faible. Donc, j'ai pas connaissance d'une mortalité élevée ni en Suisse ni en France, même s'il y a eu aussi un tribut payé par le personnel de soins. Ce que je ne sais pas sur la question qui a été posée pour l'Algérie, c'est si le personnel a manqué de matériel de protection individuelle, parce qu'il semble qu'à chaque fois que le matériel de protection individuelle a été porté et lorsqu'il a été porté de façon très très rigoureuse, je parle des masques, je parle éventuellement des lunettes, lorsqu'il y a une exposition possible aérosol importante et parfois des surblouses et des charlottes. À chaque fois que ces équipements ont été mis, semble-t-il, ils ont épargné le personnel. On a perdu notre animateur. Oui, Mourad, on vous a à nouveau perdu. Voilà. Alors, je peux essayer de lire les questions pendant ce temps. Hein. J'ai une question. Oui, parce que quand j'ai... Allô? Pardon. Oui, Oui. C'est bon là? Oui, c'est bon. Ah ben voilà. Parce que quand j'active les questions, le son il part, je sais pas. Alors, il y a une autre question qui une personne qui demande comment expliquez-vous qu'il n'y a presque pas de grippe, la grippe saisonnière. Est-ce qu'il y aura une grippe saisonnière cette année ou pas? Alors, j'ai une hypothèse. D'abord, c'est tout à fait vrai qu'il y a moins de grippe saisonnière en Europe, c'est très clair en ce moment, mais ça a été tout à fait vrai dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud n'a pas connu d'épidémie de grippe cette année pour la première fois depuis son histoire. En tout cas, depuis l'histoire, depuis le moment où on les recense. L'hypothèse que je fais, c'est que le R0 de la grippe, il est connu, il est de 1,5. Et les gestes barrières et les confinements, tout ce que l'on fait sont destinés à lutter à un R qui est de l'ordre de 3. Vous vous souvenez que le R, il est entre 2 et 3, hein, de 2,4. Donc, ce que l'on fait, en particulier les gestes barrières, doit probablement avoir un rôle de frein. Vous vous rappelez que c'est un frein, ça ne bloque pas les gestes barrières, mais qui est à peu près d'1,5. Parce que, pourquoi je dis cela? C'est que, je parle du R, vous avez compris, hein. On a baissé le R0 de 3 à peu près 1,5 uniquement avec les gestes barrières. Pourquoi je dis cela? C'est parce que quand on est arrivé au mois d'octobre, au début de la deuxième vague, aucun des R n'était supérieur à 1,5, pratiquement, dans toute l'Europe. Les Turcs ont eu 1,6 ou 1,65. Mais on n'a pas vu de R très supérieur. Vous pouvez regarder les courbes que je vous ai montrées, qui sont toutes disponibles sur notre site, hein. Donc, on voit la courbe du R qui n'a pas été véritablement au-dessus de 1,5. Donc, ça voudrait dire que les gestes barrières ont fait la moitié du chemin. Mais ça fait la moitié du chemin pour le coronavirus, de 3 à 1,5. Mais si vous partez de 1,5, vous descendez au-dessous de 1. Donc, il est possible que le frein des gestes barrières suffise à ne pas avoir d'épidémie de grippe. D'accord. Toujours dans le même sens, effectivement, est-ce qu'il y a donc besoin de vacciner la population contre la grippe saisonnière? Alors oui, parce que je vous dis qu'on fait la moitié du chemin, mais attention, c'est d'abord statistique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire vacciner parce qu'ils sont des gens à risque de la grippe, autant qu'ils en profitent. Puis par ailleurs, ce frein supplémentaire, c'est le frein de l'immunité. N'oubliez pas que au mois d'octobre, on devait avoir, à Genève, on avait au moins 10% de la population qui avait déjà été infectée, qui représente un petit frein aussi, en plus des gestes barrières.
Donc, si vous avez une proportion de la population marocaine, algérienne, qui est vaccinée contre la grippe, eh bien, ça s'additionnera aux gestes barrières ou aux mesures de confinement que vous ferez et qui fonctionneront aussi contre la grippe. Donc, si vous voulez totalement contrôler la grippe, ceinture et bretelles, vaccin et gestes barrières. D'accord. Par rapport à la contagion, donc le docteur Tebay de Tanger, il pose une question pour les couples. Donc, il voit pas mal de couples qui sont dissociés. Hein. Donc, il y en a un qui est positif, malade, et l'autre qui n'est pas contaminé. Comment expliquez-vous ça? Alors, vous vous rappelez de la surdispersion. Le concept de surdispersion, c'est que 80% des gens ne contaminent personne. C'était 70%, peut-être ce que je vous ai montré. Mais 70% des gens ne contaminent personne. Donc, c'est pas étonnant que finalement, ça veut dire que finalement, il n'est pas si contagieux que cela, si je puis dire. C'est énorme de contaminer 3 personnes en moyenne. Donc, en fait, vous risquez de contaminer beaucoup de gens si vous vous retrouvez très contagieux, probablement avant que vous ayez des symptômes. On pense que la moitié des gens, chez les gens qui n'ont pas leurs symptômes encore. Parce qu'une fois que vous avez vos symptômes, en pleine période de Covid, comme ça, si on commence à tousser, on se dit, oula, je suis peut-être malade. Même si on n'a pas fait le test, on va un peu s'isoler. Et si on fait le test, évidemment, on le sait. Mais quand vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas de raison de faire un test. On ne fait pas un test tous les jours, quoi. Donc, vous ne savez pas que vous avez attrapé le virus et pourtant, dans les 2 jours qui précèdent, vous êtes contagieux. Donc, probablement, c'est une période à très haut risque de transmission. Et malgré tout, même dans son foyer, où on a beaucoup plus de risques de contaminer à table son épouse ou son époux, malgré tout, on ne contamine pas dans un grand nombre de cas. Il y a quand même un grand nombre de contagions qui doivent être intra-foyer, d'après ce que l'on sait, mais c'est peut-être de l'ordre de 25 ou 30% des contagions. Donc la plupart des contagions sont quand même il peut être asymptomatique avec un test PCR faussement négatif. Aussi. Hein, voilà. Également. D'accord. Donc, ok. Donc, je passe à la question suivante. Comment peut-on chercher les contacts et isoler les sujets symptomatiques alors que de plus en plus nous avons des cas aussi symptomatiques, notamment chez les jeunes, des symptômes qui cèdent juste avec une automédication? Oui, alors c'est une bonne question. C'est pour ça que je vous ai dit, les Japonais sont pragmatiques. Ils vont pas chercher la personne qui vous a contaminé. Ils vont chercher l'événement qui vous a contaminé. Je vais vous raconter une toute petite histoire qui m'est arrivée. Une de mes collègues m'appelle un jour et elle me dit, c'était avant le confinement en Suisse. Elle dit, Antoine, je suis positive. J'ai été testée, je suis positive. Elle a 30 ans. Elle est prof à l'Université de Genève, pas dans notre institut, mais je la connaissais bien. Et elle me dit, oui, alors je dis, mais comment tu vas? Elle va très bien, 30 ans, jeune femme, pas de souci. Et je lui dis, où est-ce que tu l'as attrapée? Et elle me dit, dans le bus. Je dis, dans le bus, à Genève, mais tout le monde met des masques. Elle me dit, ah ben moi aussi, je mets tout le temps un masque, mais mon médecin m'a dit que c'était dans le bus. Mais pourquoi? Parce que le médecin cantonal ne recherche pas au-delà de 2 jours avant mes symptômes. Et moi, dans les 2 jours qui ont précédé mes symptômes, j'ai rien fait. J'étais dans le bus pour aller au travail. Ah oui, mais à ton travail, on est 2 dans mon bureau, mais elle vient jamais, ma collègue. Quand je viens, elle vient pas, et quand je viens pas, elle vient. On a fait un jour sur 2. Mais c'est très bien, ça. À la cafétéria, peut-être. Non, je vais pas à la cafétéria, je mange. C'est une chinoise, vous savez, de Wuhan en plus. Mais elle habite à Genève, elle est extrêmement prudente. Elle me dit, non, j'ai une vie tout à fait rangée, je fais rien. Je rentre chez moi, et voilà. Alors, bon, mais avant, elle me dit, bah avant, on m'a pas demandé. Ben, moi, je te demande. Elle me dit, ah, si tu me demandes, je n'ai rien fait, mais c'est vrai qu'il y a 7 jours, j'ai mangé avec ma famille à Genève dans un petit restaurant chinois. Et puis, il y a 6 jours, le lendemain, j'ai pris un café avec une copine dans un café de Genève, mais sur la terrasse. Ah ben, oublie la terrasse. Mais ça, ce qui m'intéresse, c'est ton restaurant. Combien vous étiez? Ah ben nous, on était 6, mais il y avait du monde. Le restaurant était bondé, c'est cosy, c'était fermé, c'était très agréable. Il y avait beaucoup de… Voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit dans les restaurants chinois, mais il y avait quand même beaucoup de gens. Eh bien, les Japonais, ils convoqueraient tout le monde, le personnel présent et tous les
les clients qui auraient, par un QR code, donné leur identité avant de venir dans le restaurant et qui auraient été contactés pour un test rapide qu'on aurait fait en 30 minutes. On aurait dit aux gens, vous êtes positif. Vous allez dans un hôtel de confinement ou vous restez chez vous si vous pouvez, mais si vous pouvez vraiment vous isoler, et ce qu'on va vérifier avec votre application, et puis tous les autres, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà comment on identifierait un événement de superpropagation. Et on ne chercherait pas la personne, c'est pas le problème, on ne veut pas surstigmatiser les gens. Donc c'est pas un problème de chercher la personne qui m'a contaminé, mais l'événement aurait été pointé. Et ce sont toujours, ce qui les intéresse, c'est des événements dans des lieux clos, peu ventilés, bondés, où il y a des chaînes de superpropagation. C'est pas tellement le couple qui s'est contaminé, ça, on peut passer au travers, c'est pas très grave. Question suivante, il y a notre cher ami Dr Ferdows Tahnoun qui pose la question suivante. Vous avez dit que le vaccin à virulence atténuée est plus efficace que le vaccin avec un virus inactivé. Cela ne suppose à poser la question suivante. Est-ce qu'ils ont la même efficacité, l'efficacité réelle du vaccin proposé actuellement chez nous au Maroc, Sinopharm, surtout en termes d'efficacité? Donc, est-ce que Sinopharm il est plus efficace que les autres? Deuxième question, est-ce qu'il faut vacciner les patients qui ont eu déjà la Covid ou les Covid, comme vous avez parlé tout à l'heure des Covid, donc nous aussi on va parler des Covid. Donc, alors, voilà. merci pour cette question. Oui, c'est une très bonne question. Alors, la première chose, c'est que, à ma connaissance, les données de Sinopharm ne sont pas encore publiées. C'est pas choquant, ça choque certains de mes collègues, mais ça me choque que ça les choque. Pour vous dire, parce que généralement, je connais pas de médicaments ou de vaccins qui arrivent sur le marché avec une publication d'abord. On réserve en général la primeur des données aux agences de sécurité sanitaire à qui on dépose les dossiers. Donc, c'est normal que ce soit les agences de sécurité sanitaire qui examinent ces dossiers et qui, je dirais, si l'évaluation est favorable, proposent que le pays ou les pays donnent l'autorisation de mise sur le marché. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe d'habitude, mais c'est vrai que les gens, on est dans un monde de grande transparence et de grande rapidité, donc déjà des premières publications sont apparues sur l'efficacité de certains de ces médicaments ou de ces vaccins, ou sinon des communiqués de presse. Et là, c'est un communiqué de presse qui nous dit que Sinopharm est efficace à 86% et à 100% en matière de forme grave. Alors, oui, c'est bien supérieur à ce qu'on pouvait s'attendre d'un vaccin inactivé si c'était dans le domaine de la grippe. On sait que ces vaccins sont efficaces à peu près 70%. Par ailleurs, il y a cette immunosénescence qui est que chez les personnes âgées, le vaccin contre la grippe est moins immunogène et moins efficace, plutôt 40 ou 50%. Alors, pour le Sinopharm, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que 86%, voire 100%. Je ne sais pas entre les groupes. Donc ça, je pense que si au Maroc, vous avez le vaccin disponible, vous serez en mesure d'exiger, de savoir comment ça s'est passé dans les essais cliniques vis-à-vis des personnes âgées. Et vous le saurez. Vous en aurez probablement même la primeur. En tout cas, vos agences en auront la primeur et devraient faire un communiqué qui donneront ces informations. L'autre chose, c'est que c'est une assez bonne chose, c'est une assez grande chance d'avoir ce vaccin, à mon avis, à disposition. Je ne sais pas si vous avez entendu l'infectiologue très compétent, Eric Combe, en France, dire si j'étais invité dans une ambassade chinoise, je me ferais vacciner avec leur vaccin. Pourquoi ? Parce que le vaccin inactivé, encore une fois, n'est pas un vaccin qui fait très peur en matière de perception du risque. Donc vous avez peut-être de la chance d'avoir une plus grande partie de la population qui acceptera de se faire vacciner plutôt qu'avec le très innovant Moderna américain ou Pfizer, qui est tellement innovant qu'il n'y a quand même aucun vaccin sur le marché ayant cette technologie. Donc on a un peu envie de dire les autres d'abord, les Anglais, on verra, après les Anglais, on verra. Mais avec votre Sinopharm, le vaccin chinois, on aura moins cette appréhension. Et puis pour votre deuxième partie de question, est-ce que je vaccine des gens
qui ont déjà eu la Covid, ça peut ne pas être la priorité, je l'entends bien, mais moi j'aurais tendance à dire n'hésitez pas. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles le vaccin est plus efficace que la maladie. C'est très curieux, on a tendance, nous médecins, à penser le contraire. Faire ses défenses, on dit, il faut qu'il fasse ses défenses. Les pédiatres ont été beaucoup sur ce thème-là. Puis on s'est aperçu quand le vaccin contre la varicelle est arrivé, pour prendre un exemple, que quand vous avez eu la varicelle, vous risquez d'avoir un zona. D'ailleurs, tous les gens qui ont eu tous les gens qui ont le zona, ont déjà eu la varicelle, donc ne sont pas protégés par leur varicelle. Alors que quand on vous vaccine contre la varicelle ou contre le zona, le vaccin c'est le même. Le vaccin contre le zona, c'est le même que le vaccin contre la varicelle. Simplement, on l'a packagé différemment parce que c'est pas pour les mêmes personnes, mais c'est le même. Et bien, quand on vous vaccine contre le zona, vous n'avez plus de zona. Et quand on vaccine contre la varicelle, vous n'avez plus de zona non plus. Donc, vous avez un vaccin qui est plus efficace que l'immunité conférée par l'infection naturelle. Et je ne sais pas du tout, je ne peux pas dire que ça va être la même chose avec le coronavirus, mais à cause de cela, j'aurais tendance à dire, si j'ai le droit d'avoir une dose, j'aimerais bien l'avoir. Juste pour compléter sa question, après quel délai la Covid? Alors, en fait, quand on est… je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais si la question est quel délai on est protégé grâce au vaccin, le fabricant dit il faut 2 doses à 21 jours d'écart. Et je parle, excusez-moi, du Moderna. Je ne sais pas pour le Sinopharm, j'ai pas cette information. Non. Pardon, elle pose la question après combien de jours ou de mois après la fin des symptômes du Covid. On peut vacciner une personne, donc c'est le délai entre la Covid et la vaccination. D'accord, j'avais pas compris la question. Donc, je pense qu'on peut vacciner à tout moment. Ça n'a pas d'importance. Je vaccinerai pas une personne en période d'infection, en période symptomatique. Mais une fois que la période symptomatique est passée, je pense qu'il n'y a aucune contre-indication à vacciner quelqu'un contre la Covid. D'accord. Encore une fois, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Je passerai pas trop d'énergie à convaincre une personne qui a déjà été, qui a une PCR positive et qui a déjà eu la Covid. Je pense qu'elle est bien protégée. Donc, je ne passerai pas mon temps à vouloir essayer de la convaincre. Mais si elle a envie de se faire vacciner, qu'elle n'hésite pas. Voilà. D'accord. Toujours dans le même sens, j'ai une question personnelle par rapport au vaccin. On sait qu'il y a beaucoup de doutes maintenant, des doutes vis-à-vis de nos collègues, des scientifiques, des médias et de la population aussi. Il y a beaucoup d'anti-vaccins en Europe notamment. Donc effectivement, nous on va la seule étude qui est publiée jusqu'à maintenant, c'est d'AstraZeneca. Il y a 70% d'efficacité. Donc, publié scientifiquement dans un journal scientifique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Il y a de la précipitation, il y a l'envie d'agir rapidement. Il y a des doutes. Le risque-bénéfice, on ne connaît pas assez ce qui peut se passer dans plusieurs mois. On sait que la Suisse a pris 2 mois de réflexion, si je peux se dire, si vous pouvez me confirmer. Donc, avant de lancer la campagne de vaccination, il y a des pays qui ont déjà commencé la vaccination. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je pense que l'OMS a préconisé qu'aucun pays ne vaccine plus de 20% de sa population pour permettre à tous les pays de profiter du vaccin pour protéger les personnes à risque, notamment à très haut risque, les personnes très âgées, en particulier ceux que j'ai montrés dans une de mes slides. En fait, la plupart des pays riches fait comme à son habitude, fait main basse sur les stocks ou essaye de faire main basse sur les stocks pour vacciner toute sa population. Mon sentiment de santé globale, c'est que ceux qui ont des doutes, ceux qui n'ont pas envie du vaccin, qu'ils le laissent à ceux qui ont moins de doutes, et puis que l'on en fasse profiter les pays les plus pauvres qui ont du mal à régater avec les pays riches qui ont réussi à avoir des stocks de vaccins. Et j'inclus le Maroc dans ces pays-là. Si vous n'en voulez pas, ne vous
n'en faites pas trop. Essayez de convaincre le plus possible ceux qui sont dans la zone rouge, les plus de 80 ans déjà, les plus de 70 ans peut-être, ceux qui ont des comorbidités et qui ont entre 50 et 70 ans. Et puis les autres, s'ils ne sont pas convaincus, ça peut d'abord s'entendre. Si j'ai aucun risque de mourir ou de faire de complications, j'ai pas envie de prendre un risque d'avoir une complication tardive avec ce vaccin. Mais si j'ai 80 ans, avoir une complication tardive avec ce vaccin ne m'effraie pas tellement et j'ai envie de pouvoir réembrasser mes petits-enfants, de manger à table tranquillement, qu'on arrête de m'ennuyer avec toutes ces mesures de confinement. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une sorte de balance bénéfice. Après, il est possible. Et j'ai entendu que la Qantas, vous savez, la compagnie aérienne australienne, a dit on voyagera sécure sur la Qantas, tout le monde sera vacciné ou ne viendra pas. Donc, il y a peut-être des pays ou des compagnies aériennes qui, dans quelques temps, diront mais écoutez, maintenant on peut libérer le transport aérien, vous n'aurez même pas à vous masquer, vous n'aurez même pas à faire un siège sur deux ou je ne sais quoi, mais tous les gens qui seront dans l'avion seront vaccinés. Et donc, on sera peut-être plus ou moins obligé d'être vacciné, pas forcément par nos gouvernements, mais peut-être par ce type de réglementation. Est-ce que vous pensez que l'Afrique a besoin de vaccins? Alors, l'Afrique, avec sa population jeune, oui, c'est une grande... plutôt de l'Afrique subsaharienne et un petit peu aussi du Maroc, parce qu'on est concerné. On a des chiffres un peu moins importants quand même, une mortalité moins importante qu'en Europe quand même. Donc, oui. voilà. D'abord, voilà, je pense qu'il y a certes une mortalité moindre, mais il y a quand même une proportion de la population, peut-être très inférieure à celle de l'Europe, qui a plus de 80 ans, celle-ci, ou plus de 70 ans, ou plus de 50 ans. Si on regarde les plus de 50 ans, il y en a quand même beaucoup qui se sont retrouvés en soins intensifs, pas en Afrique subsaharienne, mais en Maroc ou en Europe. Donc, si vous regardez ces chiffres-là, vous avez bien envie de vacciner ce segment de la population, même s'il est quantitativement moins important. Ça coûtera moins cher, si je puis dire, de le faire. Deuxièmement, tout de suite au plus tard. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Je pense que moi, ma grande inquiétude pour l'Afrique subsaharienne, c'est que on assiste juste à un retard dû peut-être à une autre hypothèse que je suggère, c'est que peut-être l'Afrique subsaharienne est moins interconnectée que les pays d'Afrique du Nord ou d'Europe ou des États-Unis ou d'Asie, et qu'à cause de cela, elle a eu moins d'occasions d'avoir des clusters qui ont émergé. Il y a peut-être d'autres facteurs qui ont joué, les gens sont plus souvent dehors, l'âge que vous avez rappelé, etc. Mais si c'est juste une question de retard, ça veut dire que peut-être dans les prochains mois, on va voir une vague déferler en Afrique et ce sera catastrophique aussi. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a quand même des gens qui ont, même s'il y en a moins, il y a quand même des gens qui sont à risque. Donc je pense que oui, le plus tôt c'est le mieux pour les personnes à risque. Très bien. Donc, je passe à la question suivante. Confiner les gens dans des maisons minuscules alors qu'on interdit de se promener dans les plages, je pense qu'on doit revoir notre politique de confinement. Est-ce que vous avez un commentaire, cher Antoine? Alors, mon commentaire, il est très mathématique, vous l'avez compris. Le confinement, il vise à réduire son nombre de contacts. Donc, si vous réduisez, si vous vous confinez chez vous, certes, vous êtes dans un petit appartement très étroit et vous êtes à 3 ou 4, malgré tout, vous allez avoir que 3 ou 4 contacts dans les semaines qui vont venir. C'est pas très sympathique, c'est pas très agréable, mais ce seront les seuls contacts à risque, peut-être, parce que c'est pas quand vous allez faire vos courses que vous allez avoir de vrais contacts à risque. En revanche, si vous allez à la plage, pas de souci et pas de problème, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est ça la logique du confinement, c'est de réduire son nombre de contacts. Si, vous savez, ils n'ont pas confiné au Japon, et on n'a pas confiné au Japon et ça n'a pas explosé l'épidémie. Elle a été très contenue. Alors, on peut ne pas confiner, bien entendu, mais les gens ont été très auto-confinés. Les Japonais ont énormément réduit leurs interactions sociales. Donc, quelle que soit la méthode, ça n'a pas d'importance, mais il faut réduire ces interactions sociales. Et je pense qu'il y a certains pays, je ne sais pas comment est le Maroc, il
j'ai discuté avec des collègues algériens qui m'ont dit mais on est très tactile. Les peuples d'Afrique du Nord sont tactiles, on aime bien se toucher, on aime bien à distance physique, c'est pas chez nous. Et j'ai discuté avec des Suédois qui m'ont dit mais nous on n'est pas tactile du tout, on se fait pas la bise comme vous faites vous en Suisse ou en France en permanence ou comme le font les pays d'Afrique du Nord. Nous 1,50 m, 2 mètres, c'est très facile. Dans les transports en commun, quand il y a quelqu'un à côté, on se met plutôt de l'autre bout, spontanément, je veux dire, sans le coronavirus. C'est notre culture. Donc je pense qu'il y a des cultures qui ont beaucoup plus acquis la distanciation physique que d'autres. Et c'est pour ça que peut-être des mesures un peu autoritaires parfois, pour certains de nos peuples, c'est malheureusement un peu plus nécessaire, parce que sinon on ne le ferait pas. Ok, question suivante. Que pensez-vous des sujets avec PCR positive et dont la sérologie reste négative? Oui, c'est une bonne question. J'ai plus confiance dans la PCR que dans la sérologie, qui n'est pas toujours très sensible. Je pense qu'il y a des sérologies qui sont faussement négatives parce que le test est faussement négatif, mais je pense qu'authentiquement, il y a des gens qui développent peu d'anticorps et qui sont tout à fait immunisés. Je trouve que le très faible nombre de réinfections dans cette deuxième vague a plutôt tendance à plaider en faveur d'une assez bonne immunité et d'un assez faible risque de réinfection. Ok, question suivante. Est-ce que la vaccination anti-grippale ne pourrait pas détourner le système immunitaire d'une éventuelle lutte anti-SARS-CoV-2? Non, je crois pas. Vous savez, je sais pas si vous voyez, mais le vaccin heptavalent, c'est 6 ou c'est 6, mais je me demande s'il n'y a pas l'octa ou le nonavalent, 6, 7, 8 bestioles qu'on nous met plus ou moins purifiées dans l'organisme à des tout petits enfants qui viennent de naître, enfin qui ont 6 mois et qu'on vaccine de cette façon-là et ça marche merveilleusement. On est de drôles de bonhommes, hein, le corps humain, mais en réalité, la notion du vaccin qui vient perturber l'autre, on ne le connaît pas. Je veux dire, on n'a pas cette notion-là. Il y a des traitements immunosuppresseurs qui peuvent contrecarrer l'efficacité d'un vaccin. Ça, oui, je suis d'accord. Il peut y avoir des maladies intercurrentes. Si vous venez de faire une rougeole, peut-être que c'est pas le moment de vous vacciner tout de suite parce que vous n'avez pas un système immunitaire qui est béton. Quand vous venez d'avoir fait une maladie, vous faites souvent des interférons et qu'à cause de ça, vous faites pas. C'est pour ça que la question tout à l'heure qui m'a été posée, si je viens d'avoir fait une Covid, est-ce qu'on me revaccine? Peut-être qu'il faut attendre encore un peu, mais on n'a pas de données là-dessus. C'est très intuitif. Mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication. Mais quant à la vaccination grippale qui contrecarrerait la défense immunitaire contre le coronavirus, je ne vois pas pourquoi. On n'a pas d'exemple de ce genre dans la littérature. Mais même pas pour le coronavirus, pour aucun autre virus. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Une autre collègue qui demande est-ce que la consommation du tabac peut diminuer le risque d'attraper le virus? Oui, alors c'est une très très bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée, même si dans cette assemblée de pneumologues, je suis un peu mal à l'aise sur cette question-là. Pourquoi je suis mal à l'aise? Parce que il se trouve que toutes les séries publiées montrent que ceux qui fument sont plutôt moins exposés au risque et au risque de complications de la Covid-19, ce qui est complètement contre tout ce que l'on a envie de promouvoir dans nos métiers. Il se trouve que je sais que un hôpital parisien devait faire une étude sur la nicotine, je crois, sur des patchs de nicotine versus des placebos, mais je n'ai pas vu leurs résultats. Donc, je pense que ce serait intéressant de savoir si ils sont jolis ces abricots. Hein. Envie. Je pense que ce serait intéressant d'avoir des résultats sur nicotine et en tant que pneumologue, nous on reste quand même, on pose des questions parce que ça peut être des informations, des lobbies. Vous savez bien. Oui. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment des études? Non, mais jamais je recommanderais de fumer. Parce que ça, c'est voilà. Donc, voilà. Je recommanderais jamais de fumer, mais je peux vous dire que de nombreuses études ont montré
comme une sorte de variable accessoire. Ce n'était pas l'objet de leur étude, mais ils ont montré que ceux qui fumaient étaient moins… que le tabac était un facteur protecteur. Il semble que ce ne soit pas le tabac, il semble que ce soit la nicotine. Donc le papotage aussi doit marcher, mais il semble que la nicotine soit un facteur protecteur de la Covid-19. On ne sait pas très bien pourquoi. J'exclus de cela les bronchites, les BPCO, les bronchites chroniques obstructives sont très clairement des facteurs de risque parce qu'il y a une insuffisance respiratoire préalable. Mais la nicotine semble être un facteur protecteur. Désolé, je ne voulais pas dire ça à des pneumologues. Bon, la nicotine n'est pas, voilà, c'est la nicotine, parce que la question est dit, est-ce qu'il y a un composé, donc on ne sait pas exactement. Donc on ne sait pas exactement. Tabac, et on ne sait pas si c'est la nicotine ou autre chose. Voilà, et il n'y a aucun résultat d'essai randomisé à ma connaissance qui ait montré que nicotine était un produit à prescrire. Donc je ne le prescrirai pas, mais je ne m'affolerai pas trop sur la nicotine pour le moment. La question suivante. Pourquoi la dexaméthasone, un glucocorticoïde synthétique, est-il si efficace? Alors, oui, c'est encore une très bonne question. L'hypothèse, c'est l'orage cytokinique, c'est la réaction immunitaire. Il semble que ce virus n'entraîne pas simplement une maladie bronchopulmonaire, c'est pas simplement un virus respiratoire, c'est aussi un virus vasculaire. Et c'est aussi un virus immunitaire, vasculaire par des vascularites, vasculaire par des accidents vasculaires cérébraux à type notamment d'embolie. C'est pour ça qu'on a proposé des anticoagulants et qu'il y a des essais là-dessus. Mais par une forme d'orage immunitaire et donc la dexaméthasone dans ses formes sévères qui doivent avoir presque tous une composante immunitaire est très efficace. Alors, c'est quelque chose qui est connu dans beaucoup de maladies infectieuses. Les corticoïdes sont à la fois pro-infectiogènes, c'est-à-dire que si vous avez une maladie bénigne, une infection bénigne, ne prenez pas de corticoïdes, mais si vous êtes en infection sévère, avec une très forte composante inflammatoire, une CRP au plafond, etc., la dexaméthasone semble très clairement efficace, y compris même dans la réduction de la mortalité. J'ai pas bien compris la question suivante. Est-ce que la vaccination communautaire va protéger seulement durant cette année? Antigrippale, je pense. Antigrippale ou anti-Covid, je sais pas. Peut-être qu'elle voulait parler d'anti-Covid, peut-être. On ne sait pas. Alors, la durée de la protection conférée par la vaccination aujourd'hui est inconnue parce qu'on n'a pas de recul. On peut espérer qu'elle va être longue. Peut-être elle va être très longue, mais on ne sait pas. Vous savez, pour la fièvre jaune, où on a maintenant 60 ans de recul, au moins, on a une vaccination qui, il n'y a pas très longtemps encore, était recommandée d'avoir un rappel tous les 10 ans, d'être renouvelé. Or, aujourd'hui, on dit que, et on sait que quand on est vacciné une seule fois contre la fièvre jaune, on est vacciné à vie. D'où mon attrait pour les vaccins vivants atténués. Mais c'est quelque chose qu'on a appris vraiment, vraiment sur le tard. Après, pendant des dizaines d'années, on a revacciné. Donc, je pense que de la même façon, enfin, à l'inverse, j'allais dire, pour la coqueluche, on croyait qu'on était protégé à vie et on s'aperçoit que c'est pas le cas. Et maintenant, on dit qu'il faut revacciner contre la coqueluche. Donc, quelle va être la durée de la protection de ce vaccin? Je n'en sais rien. Il faudra faire des études. On n'a pas de recul et on peut pas le savoir, je pense. Question suivante. À combien estimez-vous la période de transmission du virus de Covid? Alors, la transmission, moi je suis un épidémiologiste, je ne suis pas un virologue, et donc ce qui m'intéresse, c'est la transmission que j'appellerais majoritaire. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire une personne est contagieuse 2 jours avant ses symptômes et 5 jours après. Et si elle n'a pas de symptômes, si elle est asymptomatique, pendant 5 jours à partir de sa PCR positive. Si vous faites ça, vous avez à peu près tout le monde. Il y a une petite queue de distribution de gens qui vont être infectieux pendant quelques jours après. Il y a des gens qui vont avoir des PCR positifs 3 semaines après, mais ils ne sont pas infectieux. Si vous avez une pneumonie ou des foyers de pneumonie
due à ce coronavirus, car n'oubliez pas que SARS veut dire Severe Acute Respiratory Syndrome, donc le SARS-CoV-2 donne beaucoup de foyers de pneumonie, vous allez excréter du cadavre de virus des ARN viraux pendant des semaines qui vont suivre vos symptômes. Toute la toux que vous aurez résiduelle va souvent excréter de l'ARN viral qui n'a aucune contagiosité. Donc, ça veut dire que si on met les gens à l'isolement pendant 5 jours, après leurs symptômes, c'est suffisant. S'ils sont hospitalisés, allez, on va estimer qu'ils sont contagieux pendant toute la durée de leur hospitalisation et on va se protéger pendant toute la durée de l'hospitalisation. Mais sur un plan de politique de santé publique, viser 5 jours, c'est déjà, à mon avis, viser l'immense majorité des contaminations. Question suivante. Faut-il se baser sur un test rapide pour vacciner les anciens Covid? Alors, vous avez bien vu que moi, je vaccine tout le monde. Je vaccine les anciens Covid et les nouveaux qui n'ont pas eu le Covid. Donc, je n'ai pas envie de tests nécessaires pour cela. Je pense que on va alourdir la procédure considérablement et que il vaut mieux vacciner tout le monde. Maintenant, si vous avez un vaccin extrêmement cher parce que vous avez été un mauvais négociateur et qu'on vous l'a vendu très cher et qu'il vaut mieux faire en priorité que des gens qui n'ont pas eu le Covid, vous pouvez faire un test, en effet, avant et vous verrez si ils ont une sérologie positive. C'est pas très cher une sérologie, donc vous pouvez faire une sérologie avant et dire s'il n'y a pas une sérologie positive, si la sérologie est négative, je vaccine. Pourquoi pas? Il y a une collègue qui demande les allergies liées au vaccin de Covid. Est-ce qu'il y en a? Alors, vous avez peut-être entendu parler de ces 2 infirmières qui ont fait une allergie assez grave. Ça n'a pas été décrit. Elle était elle-même une femme très allergique, puisqu'elles avaient dans leur poche une ampoule d'adrénaline au cas où. Donc, elles se savaient très allergiques. Elles ne seraient jamais rentrées dans un essai clinique. Elles auraient dû avoir une contre-indication. Je ne sais pas pourquoi elles se sont présentées à la vaccination, mais toujours est-il que ces personnes ont fait une allergie. Donc oui, les personnes très allergiques maintenant sont contre-indiquées. Je ne suis pas bouleversé par cette information. Je pense que tout le monde, j'exagère, mais presque tout le monde est allergique. Des gens ont des aftes quand ils mangent des noix, d'autres ont des allergies avec des pollens, les troisièmes vont avoir des allergies alimentaires. Bref, je pense qu'on ne s'arrêtera pas. Donc, il peut y avoir des allergies, pas plus qu'avec d'autres produits de santé. Oui, parce que là, si on va commencer à dire aux asthmatiques, aux allergiques, ne faites pas le vaccin, on va pas vacciner les sujets à risque. Il y a juste une chose. Il faut peut-être sélectionner les. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Donc, mais il y a juste un point qui n'a rien à voir avec l'allergie que je voudrais mentionner, qu'on ne dit pas assez, c'est que les gens qui ont des anticoagulants ne peuvent pas être vaccinés facilement avec le vaccin mRNA, qui est intramusculaire. Ceux-là devraient bénéficier de votre vaccin. Je dis le vôtre parce que je sais qu'au Maroc, vous allez être dans les premiers à l'avoir, parce que je crois qu'il sera sous-cutané, ou je pense qu'il sera sous-cutané, le Sinopharm. Alors que l'ARN messager doit se faire en intramusculaire, et je n'aurais pas tendance à vouloir faire des intramusculaires à des gens qui sont sous anticoagulants, et peut-être que le jeu ne vaut pas la chandelle d'arrêter le traitement anticoagulant. Ok, donc il y a Dr Bouchra qui pose la question, beaucoup de patients ayant fait Covid avec PCR positif, chez qui on retrouve une sérologie négative après quelques jours? Je pense qu'on a répondu à la question. Donc Covid positif, PCR positif, on peut avoir une sérologie négative. Mais je remarque que les gens qui ne font pas de fièvre, qui font pas de pneumopathie très très sévère, donc n'ont pas souvent une sérologie positive. Ça, Oui, on a l'impression qu'il y a une sorte d'effet dose et que on a quand même un peu l'impression que plus vous faites des symptômes et plus vous allez avoir des anticorps bruyants, on va dire, que la réponse a l'air plus forte. Mais c'est pas pour autant que la protection est différente. Il est possible que sans anticorps, si vous avez une PCR positive, vous soyez très très bien protégé. Bon. Voilà, il est possible. Ça n'empêche pas de se faire un vaccin. Alors, question suivante. Si une séroprévalence entre 20 et 30% freine la progression du virus, faut-il donc se contenter de vacciner
20 à 30% de la population. Attention, non, frein, pas blocage. Oui. Le seul blocage qu'on ait vu, qui a été rapporté à ma connaissance, c'est celui de Manaus, dans l'Amazonie. Cette ville brésilienne, qui est la porte d'entrée pour l'Amazonie. Donc, toutes les industries, toutes les gros groupes internationaux ont un bureau à Manaus. Il y a un brassage extraordinaire à Manaus, mais aussi une grande pauvreté. Ils ont eu une très forte épidémie au Brésil cet été, et à Manaus en particulier, et ils n'ont rien pu faire. On ne confine pas facilement une ville comme Manaus. Et du coup, tout Manaus a été infecté. Il y a eu une mortalité effroyable. Il y a eu 70%, 76% dans une publication récente qui a montré que 76% de la population a été infectée. Mais vous voyez, et l'épidémie s'est arrêtée d'elle-même. Mais il faut 76% de la population. Donc, il faudra vacciner beaucoup de monde. Toujours dans le même sens, moi je constate qu'il y a des pays qui vivent la 4e vague. Donc, je parle de Hong Kong. Il y a le Japon qui vit la 3e vague. Il y a un petit rebond et donc il parle déjà de 3e vague. Aussi les États-Unis. Donc, qu'est-ce que vous en pensez avec ces chiffres de séroprévalence et de rebond et est-ce que les vagues ils vont s'arrêter avec ou sans vaccin? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, autrefois, on parlait de vagues épidémiques, pandémiques particulièrement, lorsqu'elles étaient assez naturelles. Personne ne faisait grand-chose. Même, quand je dis autrefois, en 2009, il y a eu 3 vagues de virus H1N1, pandémie de grippe. Mais après, on a eu un vaccin, mais on n'a pas vacciné tout le monde de toute façon. Donc, les vagues se sont reproduites une fois par an de façon assez classique. Là, on prend des mesures que l'on n'a jamais prises nulle part, qui sont de mettre des freins extrêmement puissants, mais extrêmement forts sur le plan social et économique, que sont les mesures de confinement que l'on voit, et qui sont intenables sur le long terme. Donc on lâche les freins dès qu'on peut, donc on fait le yo-yo. C'est plus du yo-yo que des vagues distinctes. C'est-à-dire que là, on va lâcher, vous êtes en train de voir que les Allemands sont en train de lâcher les freins, paf, ça remonte. C'est une vague, ça, je ne sais pas s'il faut appeler ça une 3e vague. Les Japonais, je ne sais pas s'il faut appeler ça des 3e vagues, ils font ce qu'ils peuvent, ils font du traçage, et puis la pression est forte, alors ça monte, puis ils refont encore du traçage, puis ils aplatissent, puis ça, une fois que ça aplatit, ça remonte. Voilà. Nous, en Suisse, on est en train d'aplatir, puis si ça remonte, vous appelez ça une 3e vague ou pas? Au Maroc, vous avez tout aplati. Pas encore complètement d'ailleurs. Vous êtes en train. On commence il y a une petite décrue là. Il y a une décrue. Vous avez passé le pic. Il y a une décrue. Est-ce que ça va être, si jamais ça remonte, est-ce que vous appellerez ça une 3e vague? Je ne sais pas. Oui, il y a un risque de rebond. On va appeler ça. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de cas de réinfection Covid? Non. Alors, comme je vous le disais, c'est anecdotique. Il y a très peu de cas de réinfection. Il y en a, bien sûr, mais c'est normal. Toutes ces maladies donnent des réinfections. Mais il y a très peu de cas de réinfection. Et ces cas de réinfection sont tous… il y a des cas documentés, avec 2 virus qui ont été documentés, différents, qui ont pu être génotypés. Alors, à ce moment-là, on peut dire que c'est 2 souches un petit peu différentes, qui avaient un peu muté. Donc, c'est vraiment une vraie réinfection. Donc, c'est possible, la réinfection, mais rarissime. Et je pense que c'est possible avec tout virus. Mais c'est rarissime avec des virus qui vous protègent. Il y a une question un peu provocatrice. Est-ce que les médecins suisses vont se faire vacciner? Non, je pense que vous avez pas opté pour la vaccination. Vous avez dit que je pense que vous avez pris 2 mois de délai de réflexion. Je pense. Non, mais je pense que les médecins suisses sont, à mon avis, comme vous. On est tous face à une nouvelle maladie, un nouveau vaccin, des nouveaux vaccins pour lesquels on n'a pas un énorme recul. Après, on va explorer son rapport bénéfice-risque. Moi, je vais vous prendre mon exemple personnel. J'ai 60 ans, je me sens dans la zone orange que je vous ai montré. J'ai quelques comorbidités associées. Je me ferai vacciner, c'est sûr. J'ai un rapport bénéfice-risque très favorable. Et puis, j'ai peut-être un petit risque
pas si fréquent que ça, parce qu'il y a quand même eu 70 000 personnes qui ont été dans les essais cliniques jusqu'à présent. Donc la moitié ont été soit avec du Moderna, soit avec du Pfizer. C'était déjà pas mal, franchement. Ils n'ont rien eu à 3 mois. La probabilité qu'ils aient quelque chose de très retardé, elle est faible avec les vaccins de ce genre. Donc, moi, ça ne me gênerait pas de me faire vacciner dès que je pourrais, je peux vous dire. Mais si j'ai un collègue qui a 30 ans, et qui me dit mes internes, ils sont pas du tout chauds. D'abord, ils l'ont peut-être eu le Covid. Ensuite, s'ils l'ont pas eu, ils se disent mais moi, je risque rien. Je n'ai pas envie de me faire vacciner avec ce truc-là. Donc, je sais pas si dans 30 ans, on me dira que je serai stérile à vie. Évidemment pas. Mais enfin, je peux comprendre que ces gens ne soient pas pressés, alors que moi, je suis plutôt pressé d'être vacciné. Ça me paraît n'importe quel vaccin, vous vous faites vacciner avec n'importe quel vaccin ou vous avez des choix? Non, en fait, je préférais me faire vacciner avec les plus efficaces parce que je suis pas extrêmement. Pardon? Ça veut dire les plus efficaces. Aujourd'hui, ceux qui montrent 95% d'efficacité, c'est Moderna et Pfizer. Ceux qui montrent 90%, c'est AstraZeneca et Sinopharm. J'aime assez bien cela. Et si je peux avoir le Moderna ou le Pfizer, c'est plutôt cela que j'aurais. Ils sont plus douloureux. Il faut pas être pusillanime. Les hommes préféreront, qui sont plus douillets, préféreront peut-être le Sinopharm qui doit être moins douloureux. Alors, vous savez, douloureux, il y a pas mal d'effets secondaires comme la fièvre jaune avec le Moderna. Donc, Moderna, ça donne c'est un peu plus que de la douleur au point d'injection, ça vous met un peu KO pendant 2 jours. Pas très grave, quoi. Faire ça avant le week-end. Question suivante. Est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir une évolution cyclique de l'épidémie avec une suite de vagues successives? Alors, vous avez remarqué qu'on ne prévoyait que à 7 jours à Genève, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, et je ne sais pas prédire ça. J'en sais rien du tout. Vous me parlez de scénarios possibles. Plusieurs scénarios sont possibles. Ça peut devenir comme la grippe, il va muter chaque année, il faudra de nouveaux vaccins chaque année. Ça peut devenir comme la varicelle. Ça va devenir une maladie infantile. Une fois qu'on aura vacciné tous les adultes, il y aura toujours un peu de virus qui circulera. Et puis, les enfants qui naissent ne seront pas vaccinés par définition. Tant qu'ils ne seront pas vaccinés, ils risqueront de le faire. Et donc, on dira il faut vacciner tous les enfants très vite. Et on fera. Pour l'instant, on ne peut pas vacciner les enfants. Donc, ça va laisser un réservoir qui va continuer. Peut-être ça va être ça. Ou alors, ça va disparaître, on va l'éradiquer comme le SRAS a été éradiqué, un autre coronavirus. J'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Ok, question suivante de Dr Ibrahimi qui pose la question, qui demande si la quantité de tests par jour à demander pour avoir une situation épidémiologique proche de la réalité. Alors, on n'arrive pas à avoir de situation épidémiologique proche de la réalité nulle part au monde. Peut-être la Slovaquie, qui a testé toute sa population, a une photographie un jour donné proche de la réalité. Mais tous les autres pays ne l'ont pas. Et de toute façon, il y a des faux négatifs. Donc on ne peut pas l'avoir. Pendant la première vague à Genève, on a fait une étude de séroprévalence qui a montré qui avait été immunisé. Et si on pense que ces chiffres sont fiables, ça veut dire qu'une personne sur 10 a eu une PCR positive une personne sur 10 contaminée a eu, parce qu'il y a, excusez-moi, c'est pas clair, il y a eu 10% de la population qui a été séropositive, mais sur ces 10%, nous on a eu que 1% de PCR positive sur toute la population. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne sur 10 qui a été testée. On pense aujourd'hui que c'est plutôt 1 sur 5. Mais je n'en sais rien, on le saura bientôt. Mais on fait beaucoup plus de tests en Suisse qu'on en faisait au mois de mars. Mais même si c'est 1 sur 5, c'est pas tout le monde, quoi. Donc, même là, dans les endroits où on fait beaucoup de tests, probablement on teste au mieux 1 personne sur 5 ou 1 personne sur 4 dans les meilleurs des cas, mais on ne teste pas tout le monde. Ouais. Toujours dans le même sens, j'ai une question. Vous avez tout à l'heure parlé de R0 effectif. Alors, est-ce qu'il est fiable? On sait que il y a le taux d'incidence. Est-ce qu'il faut le coupler à un autre paramètre, par exemple l'hospitalisation, le taux d'accueil au service des urgences? On sait que ces derniers jours, dans la région parisienne, ils ont modifié le calcul et ils ont eu quand même des changements de ces valeurs.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que toutes les données contribuent et participent à une bonne image que l'on peut se faire de la situation épidémiologique de son pays. Finalement, ce qui est presque le plus important, c'est ce que vous avez dit, c'est les données d'hospitalisation, de soins intensifs, et éventuellement les décès. C'est la gravité de la maladie qui nous intéresse le plus, nous médecins, et puis même pas simplement les médecins. Les raisons du confinement, c'est d'éviter que les soins intensifs soient débordés, par exemple. Mais c'est des données un peu tardives. Les données des nouvelles contaminations, c'est des données beaucoup plus précoces. Il faut des semaines pour que ces contaminations se transforment, si je puis dire, se compliquent en tout cas, et encombrent les hôpitaux. Donc, en soi, c'est normal de s'intéresser aux données les plus précoces que sont les cas. Le R effectif dont j'ai parlé, il est très intéressant quand on est dans la situation actuelle du Maroc, de la France, de la Suisse. Il est moins intéressant quand on est dans la situation du Maroc, de la France ou de la Suisse au mois de juillet ou d'août. Parce que si vous êtes en marée basse et que le R, vous vous rappelez que la formule du R dépend du temps de doublement. Eh bien, si vous passez de 10 cas à 20 cas, le R va subir la même variation que si vous passez de 1000 cas à 2000 cas. Or, vous, passer de 1000 cas à 2000 cas, c'est très signifiant sur le plan épidémiologique. Alors que de 10 à 20, ça ne l'est pas du tout. Donc, il ne faut pas s'intéresser au R quand on est à marée basse. Il faut s'intéresser au R uniquement quand on monte ou quand on descend. Quand on est au sommet aussi, bien sûr. Là, c'est intéressant, ou quand ça descend. Mais sinon, c'est pas intéressant. Parce que vous avez parlé de zone de sécurité inférieure à 5 pour 10 000. 10 000 par semaine ou par jour? Non, c'est inférieur à 5 cas nouveaux par jour. Par jour, d'accord. Pour 100 000 habitants. 5 cas pour 100 000 habitants. C'est pas par semaine, c'est par jour, d'accord. Par jour. Parce 5 cas que pour 100 000 par jour. Très bien. Donc, je passe à la question suivante. Est-ce que l'immunité acquise par le vaccin est plus importante que celle acquise par la maladie? J'ai répondu. J'ai répondu que je ne savais pas, mais que c'était possible. Question suivante. À défaut de la Dexa, est-ce que la bêta-méthazone peut être utilisée? Je ne sais pas, il n'y a pas d'essai sur la bêta-méthazone. Seuls essais, à ma connaissance, sont sur la dexaméthasone. Question suivante, docteur Sanoun. On entend parler, si on fait la Covid, on peut l'avoir une deuxième fois qu'après un délai de 3 à 6 mois. Mais en pratique, on commence à avoir des gens qui ont fait la réinfection dans un délai de 2 mois. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est difficile de garantir que c'est une vraie réinfection. Il faut qu'il y ait une PCR positive avant, une PCR positive après. Enfin, les 2 fois, je veux dire. Je pense aussi qu'une PCR positive n'est pas toujours une infection. Je vous ai parlé, on peut avoir 2 mois après une infection, une PCR à nouveau positive, parce qu'on excrète du virus de son poumon. Donc, je ne m'intéresserai pas que à la PCR, mais aussi au cycle. Je n'ai pas parlé du CT. Il ne faudrait pas qu'il soit trop élevé. Et puis, je m'intéresserai aussi aux symptômes. Si vous avez 2 authentiques syndromes qui ressemblent beaucoup à des symptômes du Covid, dans lequel la PCR est vraiment positive et que ça se répète, oui, ça s'appellera une réinfection. Et si en plus c'est 2 virus différents, qu'on arrive à les génotyper, alors là, vous pouvez même publier une belle publication. Alors, question suivante. Comment connaître le profil immunologique des patients PCR positifs, sérologie négative? Bon, je n'ai pas compris la immunologie, hein. Comment connaître le profil immunologique chez les patients PCR positifs, sérologie négative? Alors, s'ils sont PCR positifs, c'est peut-être logique que leur sérologie soit encore négative. En général, on a une sérologie à quelqu'un qui est encore positif. Ou alors, il faut attendre plusieurs jours avant que la sérologie monte. Les anticorps, vous avez vu j'ai passé peut-être un peu vite, mais la figure sur les anticorps montent plusieurs jours après l'infection, hein. Il faut parfois attendre 1 ou 2 semaines avant que la sérologie devienne positive. Donc, je pense qu'il ne faut pas se presser. La sérologie n'est pas un outil diagnostique qui aide le médecin. C'est juste un outil qui montre qu'il y a eu une infection possible et qu'il y a une trace, une sorte de séquelle sérologique.
Voilà, si je Une peux me question. permettre, Mourad, Oui, chez Mohamed. si tu peux abréger les questions parce que je lui avais promis 1 heure et demie. Oui. Ah, d'accord. Bon, oui, il y en a pas, il reste pas beaucoup de questions. Je pense qu'on va donc asthmatique. Docteur Loutri pose la question asthmatique et Covid. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a il y a moins d'infections. Je ne sais pas si vous avez un commentaire. Asthme et Covid. Non, j'ai pas de commentaire immédiat. C'est beaucoup plus votre spécialité que la mienne. Mon seul commentaire, c'est plutôt une question. Est-ce que vos asthmatiques sont pas traités aux corticoïdes et peut-être, grâce à cela, seraient protégés? J'en sais rien. J'ai pas vraiment de questions. C'est la première fois que j'entends que les asthmatiques ont moins de Covid. Oui, oui, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pneumologues qui parlent de ça en France, mais on en a discuté la semaine dernière. Donc on Intéressant. remarque qu'il y a moins de crises d'asthme alors que la saison froide a commencé depuis assez de temps. Donc, bon. Ah, il y aurait moins d'asthme pendant la saison Covid. C'est deux choses différentes. Ce serait que Oui, ce que vous dites, c'est que il les y a, gestes il y a aussi barrières. moins de Covid chez les asthmatiques. Peut-être qu'ils prennent D'accord. beaucoup de précautions, donc Voilà, ils c'est mettent deux le choses masque, ils ont différentes. peur et ils restent à la maison. Donc il y a moins de crises d'asthme, il y a moins de Covid chez les asthmatiques, les deux, hein. D'accord. Très, Voilà. très Alors, intéressant. vaccination et risque de maladie de système. Donc, Ça, c'est un petit peu le serpent de mer. On a dit ça beaucoup pour l'hépatite B en France. On a dit ça beaucoup pour la rougeole en Angleterre. Le problème des maladies de système, c'est qu'elles n'ont pas d'origine très connue, toutes les maladies dont les mécanismes de survenue sont complexes et mal élucidés sont l'objet de rumeurs d'une relation causale quand ils surviennent peu de temps après une vaccination. Donc je m'attends à ce que ces rumeurs ne fassent qu'enfler. On aura de plus en plus, probablement par le fait du hasard, puisqu'on va vacciner toute l'humanité en très peu de temps, tout ce qui va être difficile à expliquer va être considéré comme possiblement lié au vaccin. Et ce sera très difficile de dire que c'est pas vrai. C'est plus difficile, je sais pas, pour une gonorrhée, de dire que ça n'a rien à voir avec le vaccin. alors, donc on va choisir encore 2 ou 3 questions et puis pour ne pas vous immunité de vaccin meilleure, voilà. Donc on en a passé. Est-ce que il y a un risque de contamination de la nappe phréatique par les selles, par les Alors, excréments? oui, tout à fait. Il y a un risque en soi de contamination. D'ailleurs, c'est même, je dirais, quelque chose qui est utilisé. On utilise les eaux usées pour tester, parce qu'en fait, dans les selles, on excrète pas mal d'ARN de virus, de coronavirus, sans qu'il soit d'ailleurs infectieux. Mais cet ARN viral, il se trouve qu'il est un très bon marqueur, par exemple à la sortie des maisons de retraite ou des hôpitaux, c'est un très bon marqueur de l'infection prévalente dans la population. Alors, ça peut contaminer les nappes phréatiques, mais ces virus n'ont pas une grande capacité à rester dans de l'eau très longtemps. Ils restent dans de l'eau pure, mais il n'y a pas beaucoup d'eau pure dans la nature. Donc, voilà, c'est pas un virus hydrique, hein, c'est pas un calicivirus, c'est pas un poliovirus, donc je suis pas très préoccupé par la contamination environnementale par le coronavirus. Et je vous prendrai une dernière question si vous le voulez. Alors, donc on va bien choisir la question. Est-ce que meilleur, on en a passé, donc comment évaluer l'immunité? Je pense que je vous laisse choisir peut-être la question, hein, donc parce qu'il y a pas Les mal de antivitamines K, questions. peut-être. Est-ce que les gens Allez, c'est la dernière. C'est la dernière. Écoutez, les anticoagulants font l'objet d'essais thérapeutiques. À ma connaissance, c'est plutôt les héparines. On espère que les traitements anticoagulants vont empêcher ces thrombus que l'on retrouve un peu partout en anapathe quand on fait l'autopsie des gens qui meurent du Covid. Ce sont plutôt des formes graves, bien entendu, et peut-être que donner des anticoagulants en cas de forme sévère à l'hôpital, c'est intéressant. Il y a des essais. Si ces essais sont concluants, on préconisera le traitement anticoagulant à tout le monde. Mais pour le moment, c'est pas le cas.
il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas, d'essais concluants qui ont été publiés à ce sujet. Et les antivitamines K, j'ai pas de notion qu'il y ait d'essais, mais c'est très possible. Vous savez, toute la Terre travaille sur ces questions. Donc peut-être que vous êtes plus au courant que moi, et c'est tout à fait possible qu'il y ait aussi des intérêts de prescrire des anticoagulants. En tout cas, il y a un fondement à le faire à cause des problèmes vasculaires détectés dans beaucoup de formes cliniques compliquées du Covid. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, de vos questions très très intéressantes. Franchement, oui. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes pour tous ceux qui en auront malgré les turpitudes de nos confinements respectifs dans nos divers pays. Merci beaucoup Antoine, merci Samy, ce fut une soirée excellente. Je t'avais prévenu Antoine qu'il y aurait beaucoup de questions sur les vaccins. Magnifique question. Je te pose des questions sur l'approche, je dirais, de la maladie de façon globale. Je te remercie. J'espère te voir dans un prochain webinaire, mais je te promets, il n'y aura pas beaucoup. Enfin, on limitera le temps pour te laisser un peu te ressaisir, parce que c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions, mais parce que la maladie est peu connue, parce qu'on est un peu, on ne sait pas comment, je dirais, avoir une conduite à tenir. Je dirais qu'il soit bien rationnel et bien, parce que chacun essaie de tirer, en fait, en fonction de son expérience et de ses patients, essaie de trouver une solution. D'ailleurs, les anticoagulants, et il reste toujours un thème à débattre et qu'on débat tout le temps. Les corticoïdes aussi, combien de temps les prendre, les anticoagulants aussi, combien de temps les prendre. Ça reste des questions en suspens, mais bon, la maladie est peu connue, on apprend petit à petit. Merci Antoine, merci Samy. Merci Samy, merci. Merci beaucoup, hein, c'était un plaisir et bonne fête de fin d'année surtout. Hein. Oui, merci beaucoup. Vous aussi, bonne fête et je me réjouis un jour de venir peut-être en présence et pas que virtuellement. Allez, à bientôt, au revoir. Merci à tout le monde pour vos excellentes questions et vos commentaires très gentils que je lis dans la marge. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.